Salut, c'est Nicolas Dan et bienvenue dans Jazette de Geek. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Merci tellement à la gang de NAC qui sont partenaires de Pas sorti du bois depuis le début. C'est une jeune entreprise, puis maudit qu'ils sont beaux à voir aller. Je vous ai parlé de l'eau en large, des barres Ultra Énergie puis de la poudre Ultra Recovery, mais là, ils viennent de sortir des gaufres, puis pour vrai, j'en suis pas encore revenu tellement elles sont bonnes. Ce qui est malade avec NAC, c'est que les produits et leur emballage sont éco-responsables. Si t'es pas sûr de la protéine de grillon, là, ben sache qu'il y a une gamme complète 100% vegan. Là, t'arrêtes ce que tu fais, tu vas sur le nacbar.com, tu choisis des produits puis tu utilises le code promo pas sorti du bois pour obtenir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Merci beaucoup NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas sorti du bois, épisode numéro 54. Aujourd'hui, une édition un peu spéciale, hein, je l'ai annoncé. J'aime ça faire des épisodes alternatifs. On a eu les Autour du feu, on a eu les plans de marde en balado-réalité. Là, c'est de quoi de nouveau qu'on parlait, Nico et moi, depuis quelques temps quand même. J'avais lancé l'idée, on avait lancé des idées, puis à un moment donné, ben là, avec l'UTMB qui vient de se terminer, c'était comme le timing parfait pour faire un Jazette de geek. Donc, bienvenue à Jazette de geek, Nico. Salut Yannick. Tu seras notre geek de service. En fait, on s'assume, je pense, les deux comme étant des geeks, avoir nos échanges Messenger durant le week-end pendant l'UTMB. Je pense qu'on se qualifie. Là. Ouais, on s'assume. Je pense que là, à un moment donné, il y a un niveau de geekitude qui est assez haut en termes de course, puis de course de sortie sûrement. Effectivement. Puis là, on ressort comme du plus gros week-end qu'on ne peut pas avoir en termes de course de trail parce qu'il y a plein d'autres courses cet été, que ce soit la Western States, que ce soit la Hard Rock. Il y a plein de courses qui sont vraiment tripantes à suivre, mais l'UTMB, en termes de prestige, ça se discute laquelle est la plus prestigieuse, peu importe, mais en termes de show télé, en termes de couverture, je veux dire, là, on est gâtés. Je veux dire, on a les coureurs de tête avec les vélos, les caméras qui les suivent. On a accès vraiment à la course en détail, les commentateurs. Il y a d'autres courses qui commencent à faire ça. C'est beau à voir, mais là, l'UTMB sont comme maîtres dans l'art. C'est hyper facile de se lever très tôt puis de suivre la course. Puis on n'a comme pas de raison de dire « Ah, c'est plate, il faut que je le suive sur Twitter. » Non, tout est là. C'était vraiment un beau week-end. Ou juste de ne pas se coucher, littéralement. Oui, toi, t'as-tu fait comme la nuit blanche complète? Non, mais tu sais, ça a été un peu du in and out. Je me suis endormi, puis en fait, peut-être genre vers 1h, 2h du matin, je commençais à ouvrir mon sel, puis là, je voyais le classement décembre de maths. Puis à partir de là, j'étais beaucoup trop excité, donc je me suis réveillé. Je me suis dit, allez, va te mettre devant la télé, là, devant la télé avec le gros coton ouaté, là, puis à regarder le reste de la course. Là, mais c'est sûr que l'UTMB, ça reste genre, on l'appelle le Super Bowl de l'Ultra Trail, de la Western States essaye un peu de se mettre à ce niveau-là au terme de retransmission. Ils ont essayé ça cette année, mais le problème de la Western States, c'est que tu as zéro réseau à certains moments. Là. Donc, l'UTMB, tu peux bien suivre le début pendant la nuit. Après, ça devient un peu plus calme. Puis, dès le lever du jour, la retransmission, ça repart de plus belle. Puis, ils font une méchante belle job là-dessus. Là. Oui, puis je pense que c'est le fait aussi qu'au-delà de la course reine qui part le vendredi soir, qui se termine le samedi pour les élites, qui se termine le dimanche pour le mid-pack, ça reste que contrairement à toutes les autres courses de trail qui souvent condensent le temps d'un week-end, toutes leurs épreuves, là, l'UTMB s'est construit pour créer quelque chose de fou à Chamonix parce que tu as des milliers de coureurs, coureuses sur chaque distance, mais les gens, tant qu'à être à Chamonix, regardent les autres départs, les autres arrivées parce que justement, tu as l'OCC le mardi ou le mercredi, tu as la CCC le vendredi matin, tu as l'UTMB qui part le soir. Tout s'entrecroise, mais les coureurs ne s'entrecroisent pas sur les sentiers. C'est quand même très bien monté de manière à avoir une ambiance complètement survoltée. Puis, quand l'année passée, il avait décidé d'annuler l'édition 2020, il avait dit on aurait pu faire une version élite à 100 quelques coureurs avec distanciation et tout, mais l'UTMB, c'est pas juste ça. C'est pas 100 coureurs qui finissent en avant, c'est l'ambiance. Puis là, tantôt, je pourrais le faire jouer. Là, j'ai retrouvé la petite vidéo de l'arrivée de Mathieu Blanchard, mais je veux dire, l'ambiance est complètement survoltée. Il y a beaucoup de monde à Chamonix. C'était beau à voir. Mais je pense que
j'avais entendu dire que c'était limite la plus grosse foule qu'ils ont eue de l'histoire de l'UTMB. Là. Tu sais, on pouvait même s'apercevoir que limite la Covid n'existait pas à ce moment-là. Mais tu sais, la foule était complètement phénoménale. Puis, tu sais, c'est ça que tu as dit. Tu sais, à Chamonix, c'est une messe. Tu sais, c'est une semaine complète c'est un rassemblement de la trail où tout le monde est là. Tu sais, on s'entend que toute l'élite mondiale est là. Tu sais, à part celle qui a été à Leadville la semaine dernière, mais tout le reste est là. C'est juste un gros rassemblement, un gros party. Puis ça donne envie d'aller à ce genre de course-là pour pouvoir vivre ce genre de choses. Là. Moi, j'avais été à Chamonix pour les 90 du Mont-Blanc, puis tu as un aperçu de ce que ça peut être. Je ne peux pas imaginer ce que c'est sur une semaine complète. Il y a certains athlètes qui en parlaient, que des fois, ça les fatigue mentalement, parce que quand ils vont là-bas, c'est juste sollicitation sur sollicitation, puis il y en a certains peut-être qui ont sous-performé dans les années précédentes, c'est à cause de ça, parce que la semaine avant, tu n'es jamais relax, tu es toujours occupé à aller à droite, à gauche. Mais c'était un méchant bon show à regarder. Puis à chaque année, comme tu dis, il y a tellement d'élites qui se rendent là qu'on a un bon show en avant. Puis c'est ce qui est trippant aussi, je l'ai raconté en plein de podcasts, mais on est dans un sport où justement l'élite côtoie le mid-packer moyen, puis dans cet événement-là, tu as des gens qui gagnent en 20-21 heures, puis ça s'est fini 47 heures plus tard, puis tu as des gens qui continuent à arriver, puis tu avais les top 10 d'hommes et de femmes qui sont là pour accueillir les derniers finishers. La tradition se poursuit, ça peut être un très, très gros show, puis bon, je fais un épisode dans quelques semaines pour parler de tout ce qui est UTMB World, Ironman. Je ne veux pas qu'on entre là-dedans. Je ne veux pas mettre de nuages sur cette belle célébration qu'on vient de vivre. Mais ça reste que l'UTMB en fin de semaine, je sens qu'on a encore les valeurs trail qui sont là, c'est-à-dire le sentiment de communauté. Oui, il y a de l'élite. Oui, il y a monsieur, madame, tout le monde qui va faire sa course, mais tu sens que tout le monde est là-dedans ensemble. Puis je sens que la couverture donne de la visibilité à ça aussi. Puis ils font vraiment une belle job. Là. Ouais, là-dessus, l'UTMB, ça reste une énorme organisation. Hein, ils mettent tous les moyens qu'ils peuvent là-dessus pour pouvoir faire vivre l'événement. Là. Puis, moi, je trouve que même la communauté de Québec a beaucoup, beaucoup vibré ce week-end. Puis, c'était super cool à voir passer. On voyait des posts, tout le monde postait sur Mathieu. Puis Mathieu a rendu hommage au Québec hier. Il l'a dit, il dit, ça, c'est une partie de ma 3e place. Je la dois au trail québécois qui m'a fait découvrir cette pratique-là. Et je pense que le Québec a une belle partie dans le podium de Mathieu ce week-end. Hein. Oui, il a fait ses premières armes ici. Il est français d'origine, il est français parce que c'est le drapeau qu'il avait sur son dossard l'UTMB, mais ça reste que, contrairement à bien des Français peut-être qu'on côtoie dans la communauté, qui viennent de cette tradition-là, trail en Europe, qui arrivent ici et qui font « OK, cool, il y a des courses, donc je l'ai fait ». Mathieu est arrivé ici, pas coureur du tout, s'est mis à courir sur route, s'est mis à courir en trail, s'est inscrit aux 80 km de l'Ultra Trail Arikana en 2016. Personne ne le voit venir parce que personne ne sait qui c'est, puis il l'emporte, puis c'était le début de skier. Puis on parle de à peine 5 ans plus tard, depuis cette premier essai-là sur l'Ultra Trail Arikana, boum, 3e place à l'UTMB. Moi, je me rappelle 2018, m'être levé comme 2021, c'est-à-dire très tôt avec du café, puis regarder les arrivées, puis c'était vraiment cool de voir Mathieu arriver 13e, puis il y avait toute l'histoire avec son frère, mais 13e à l'UTMB, c'était exceptionnel, c'était gigantesque. Puis là, comme 3 ans plus tard, boum, 3e place sur le podium, à moins de 30 minutes de François Den, qui remporte son 4e UTMB. D'habitude, quand François gagne, il est 1h30 d'avance sur les autres. Mathieu, non seulement c'est une 3e place à l'UTMB, mais c'est une 3e place extrêmement serrée avec les têtes la tête de course, qui est le 2e coureur. Les 3 sont arrivés en dedans de 30 minutes. Ça aussi, c'était assez jamais vu pour l'UTMB. Hein. Ah, des écarts pareils, Puis c'était assez drôle à regarder. Moi, je pensais vraiment que François allait craquer à un moment donné. Tu le regardais, il grimaçait, là, il était crampé depuis longtemps. Hein. Il expliquait pas mal dans ses interviews d'avant. Il a commencé à se sentir les jambes raides après, dans la première partie de parcours. Là. Puis après, ils ont fait un peu comme il disait, on a un peu joué avec Jim avant Courmayeur. Puis après, Jim, il a fait comme une bouteille de champagne. Là. Il a popé, puis c'est une spéciale Jim. Là, mais c'est ça, Mathieu a une super belle journée, mais je pense que sa stratégie, il l'a menée comme un chef d'orchestre. Il savait très bien à quelle partie il fallait gérer, à quelle partie il fallait accélérer. Puis je pense que là-dessus, mais Matt, il est super minutieux dans sa préparation. Je pense que son passé d'ingénieur, là-dessus, il est très, très,
très, très précis sur tout ce qu'il fait. Puis tu sais, c'est ça aussi, de voir les gars qui ne s'inquiètent pas de leur classement, qu'à un moment donné, tu fais ta propre course. Puis après ça, tu sais, c'est pas que tu comptes sur ce que ça, sur les personnes qui pètent devant, mais tu sais jamais ce qui se passe. Si tu te concentres sur toi-même, après ça, le reste, tu sais, il arrivait à certains ravitaux, ils lui ont dit, ah, t'es 17e, tu sais. Mais les écarts étaient pas super gros sur une course comme ça. C'est ça qui était impressionnant, parce que à mi-course, tu regardais, les 10 premiers étaient en 10-15 minutes. Ah, c'est complètement fou. D'habitude, il y a quelqu'un qui s'échappe. Tu sais, on revient d'une édition 2019 où Pau Capel avait remporté, puis une performance comme solo de A à Z. Premier ravito, il était premier, puis il a juste creusé l'écart jusqu'à la fin de la course. Il est arrivé quasiment 1 heure d'avance sur le deuxième. Là, c'était complètement différent. Tu sais, ça se suivait très proche. Puis comme tu dis, Mathieu s'en est tenu à sa stratégie. Il était prudent parce que c'est parti vite en avant. Puis l'UTMB, de 1, est connu pour avoir beaucoup de monde qui part vite. Puis de 2, pour avoir beaucoup de monde qui tombe pendant la nuit parce que c'est une tombe, on s'entend, c'est pas littéralement, peut-être aussi, mais qui éclate parce que justement, c'est une course extrêmement difficile. Puis tu sais, il parlait, je ne me rappelle pas c'est quel col, qui faisait -8, -10 au sommet. Tu pars à Chamonix, grosse humidité, il fait chaud, tu arrives en haut des cols. Tu sais. Fait que c'est une course extrêmement difficile aussi pour la température. La nuit est longue. Contrairement à bien des courses où les élites souvent ne courent pas de nuit parce qu'ils terminent trop vite. Là, on parle d'une course qui part à 17 heures. Fait que tout le monde a une nuit, puis le mid-pack a 2 nuits. Mais c'est ça. Fait que Mathieu était très prudent. Tu sais, je checkais ses splits. Puis, tu sais, Ravito de Saint-Gervais, après 21 km, il est 32e. À La Balme, kilomètre 39. Donc, tu sais, 18 km plus tard, il est dans le top 10. À mi-parcours, il est en 6e place à Courmayeur. Puis après ça, il a continué d'aller chercher des places. Jim a pété en avant, quelques autres gars ont pété en avant. Mathieu, lui, a continué de dépasser des gens. Puis il était très longtemps en 3e place, très solide. Puis c'est ça, à la fin, tout pouvait arriver parce que même la descente à partir de la Flégère, c'est une dernière grosse descente. D'habitude, quand tu es à la Flégère, tu es en première place, c'est done deal. Il te reste une descente. Mais là, c'était tellement serré les écarts qu'une mauvaise chute, une mauvaise gestion, tout pouvait arriver. Fait que ça a rendu l'expérience encore plus stressant, excitant, puis vraiment le fun, vu l'issue, puis vu Mathieu qui a terminé 3e. Ouais, puis tu sais, il n'a pas voulu prendre de risques. Quand il est arrivé à la Flégère, il aurait pu se dire, je vais pousser, mais tu sais, de l'avoir écouté, il sentait qu'il devenait moins lucide, puis c'est normal, il a quand même bien poussé juste avant, puis tu es moins lucide, il a commencé à avoir des mauvais appuis, etc. Il s'est dit, hey, je suis 3e de l'UTMB. C'est pas le moment genre de faire le bet. C'est là que ça se passe. Puis il a juste profité après du reste, là, du beau bain de foule qui l'attendait dans les rues de Chamonix. Là. Puis, mais c'est ça, il a fait une belle remontée fantastique. Là, à jouer au Pac-Man, comme on dirait dans le métier. C'est bon ça, jouer au Pac-Man. Parce que tu parles de son arrivée, parce qu'on a comme commencé en force avec ça, je pense que ça vaut la peine de se remettre dans le bain de cette dernière minute-là de Mathieu. Son arrivée exceptionnelle à Chamonix, ce bain de foule-là, les commentateurs qui crient, c'est assez exceptionnel quand ça se passe. 3e place pour un garçon qui n'a pas fini de nous étonner. Ah bah il a raison de profiter, il a raison de profiter. Le voilà, 3e place sur l'UTMB 2021 pour Mathieu Blanchard. And he's savoring these last couple hundred meters into Chamonix, giving high fives to the fans, to the spectators, to everyone who's been supporting him from the start, all the way through to the finish. Je voulais juste qu'on se rebaigne un peu là-dedans parce que, pour vrai, tout le monde, je pense, de la communauté, puis pas besoin de connaître Mathieu de près. Là, moi, je lui ai parlé 2-3 fois dans un épisode, mais c'est pas un ami. Puis l'émotion qui est venue de voir un petit gars de chez nous. On a bien beau dire qu'il courait pour le drapeau français, c'est un gars qu'on voit ici, puis c'est un franco-québécois. Puis moi, quand tu habites au Québec, puis tu fais partie de la communauté, tu es un Québécois comme n'importe qui, puis c'est beau de voir ça, un gars d'ici qui performe sur le plus haut stage possible du trail running. C'est pas une performance exceptionnelle dans une course quelconque en Europe où il y avait un peu de compétition. On parle du Super Bowl. Là. Ouais, là, je pense que même lui,
il a été super étonné de ça. Là. Je pense que Matt, il connaît ses capacités. Là, il sait qu'il est capable de le faire. Et je me demande si les gens ils savaient qu'il allait le faire là. Je pense qu'il savait qu'il avait un top 10 voire un top 5 dans les jambes. Mais on s'entend, là, c'est un podium. Là. Il n'y a rien de mieux. Là, ah non, c'est complètement fou. Toi, on ne l'a pas dit d'ouverture, on s'est mis à jaser comme ça. On assume que les gens savent ce que c'est l'UTMB. Bon, si tu n'écoutes pas Sortir du bois, ça fait 50 épisodes et plus, j'en jase souvent. Je suppose que tout le monde qui écoute savent ce que c'est l'UTMB. Si ce n'est pas le cas, nos excuses, mais là, on part dans le vif du sujet. On n'a pas parlé de toi. Je pense aussi que tu es quelqu'un très connu dans notre communauté trail au Québec, de par ton implication dans NAC, dans On Running, mais on n'a pas parlé de toi, le coureur, l'athlète, mais tu as fait partie aussi de l'équipe de support de Mathieu, fait que tu le connais très bien. Fait que j'ose croire que ça devait être complètement survolté pour toi. Ça devait être fou comme expérience de le voir comme ça, un ami proche qui tu l'as vu accomplir quelque chose de fou l'été dernier. Puis là, tu le vois accomplir quelque chose de fou à un autre niveau complètement, mais justement au Super Bowl. Ouais, c'était assez genre bizarre. Tu vois quand même un de tes amis à la télé, tu le vois performer. C'est sûr que moi, j'ai un lien affectif avec Matt, parce que l'année dernière, quand j'avais été engagé chez NAC, tous ces projets de 2020, pardon, en fait, j'étais un acteur de ça. Quand il a fait son 125 autour de l'île, c'est moi qui l'ai pacé en vélo. Quand il a fait son 10 000 mètres de dénivelé, c'était moi qui étais le chef de projet. Puis après, quand il m'a demandé d'aller avec lui en Gaspésie, c'est sûr que ça a été un projet intense, comme des mois de préparation, des grosses journées de cartographie, puis de logistique. Puis après, tu as l'aventure en soi. On a quand même été dans une van à 5 pendant 10 jours. Puis on apprend à côtoyer l'athlète. Puis l'athlète, pour moi, c'est un exemple dans le sens où c'est un acharné de travail. Il rechigne jamais sur les entraînements. Il s'implique au maximum, que ce soit en nutrition, que ce soit en sommeil, etc. Puis après, tu as l'homme, l'homme derrière l'athlète. Puis l'homme derrière l'athlète, c'est un gars attachant, un gars qui adore la nature, qui adore le partage. C'est vrai qu'on a partagé beaucoup, beaucoup de beaux moments. J'ai quand même fait pas mal de portions du GR avec lui. Puis, il y a des moments qui resteront à graver jamais dans ma mémoire. Des parties de course sur la plage en Gaspésie où il y avait un phoque qui sortait de l'eau. Puis des runs aussi où, au bout d'un moment, on était sur une nationale en Gaspésie. Puis d'un coup d'un seul, on voyait que c'était une voie lactée. Puis là, Matt, il dit éteins ta frontale, je vais t'expliquer un peu les étoiles, etc. Puis, c'est des moments surréels. Donc, où je vois ça samedi à la télé, c'est sûr que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions quand il a passé la ligne parce que tu sais le travail qu'il y a derrière. Puis il y a pas mal de monde qui voyait beaucoup Matt. Il a été en France, il a fait Koh-Lanta, etc. Puis je pense que pas mal de monde lui ont mis cette étiquette-là sur lui. Ils ont dit c'est un gars qui passe à la télé, qui fait des voyages, etc. Mais Matt, il travaille. Là, c'est pas un feignant. Là. Il a travaillé, il a fait le parcours de l'UTMB il y a 2 semaines en 4 jours. C'est un acharné de travail. Donc c'est sûr que quand tu vois ça, puis tu vois l'émotion qui sort, parce que Matt, c'est pas quelqu'un qui genre super démonstratif, une belle carapace, puis là, le voir exploser, ça a été quelque chose de quand même intense. Puis moi, j'étais vraiment touché parce que je sais que j'ai une micro implication là-dessus avec tous les projets qu'il y a eu dernière, puis je sais que c'est ça qui l'a amené à cette 3e place. Mais il travaille depuis des années là-dessus. L'UTMB, ça a toujours été son gros rêve. L'année dernière, on avait parlé au GR, il dit c'est sûr que d'ici 2-3 ans, là, j'aimerais bien faire quelque chose de gros à l'UTMB. Puis je pense qu'il a juste mis toutes les chances de son côté. C'est beaucoup, beaucoup d'admiration pour lui. Puis je pense qu'il le mérite grandement. Là. Ah, c'est ça. C'est un gars qui travaille extrêmement fort. Puis il est vraiment le fun dans sa philosophie aussi. Tu le disais, c'est un gars qui est amoureux de la nature, passionné de la nature. Puis il y a cette pureté-là qui vient avec lui, j'ai l'impression. C'est le désir d'aller juste à la plus simple expression de la nature, c'est-à-dire bouger vite dans les montagnes. C'est ce qu'il a fait avec le GR, c'est ce qu'il me parlait quand je l'avais reçu au podcast. Mais quand tu vois des entrevues, quand tu vois le gars, quand tu le suis sur les médias sociaux, peu importe le contexte où les gens l'ont découvert, mais tu ressens ça. Puis je pense que d'avoir ce que tu viens, en fait, avec ce que tu viens de décrire, ça fait juste confirmer ce qu'on pensait déjà de Mathieu, mais justement qu'il est là pour les bonnes raisons. Puis
tu le vois ne serait-ce que dans ces choix de courses qu'il décide de faire. Oui, l'UTMB, c'est la grande messe mondiale, comme tu disais, du trail, mais c'est pas quelqu'un qui court après les courses prestigieuses, il va avoir des Kodak. Il fait des courses il va chercher des expériences, puis ça, il m'en avait parlé, puis tu le vois, c'est très logique dans les courses qu'il a faites dans les dernières années. Tu le vois il veut aller se prouver auprès de l'élite mondiale, puis voir qu'est-ce qu'il vaut sur une course contre un tel, contre l'élite, mais il choisit des courses parfois un peu dans la marge, des courses un peu plus perdues dans le fond d'une île quelconque dans les Caraïbes ou peu importe, mais pour les expériences, il me racontait qu'il était sur un volcan. Je ne me rappelle pas c'était laquelle des courses qu'il faisait, mais en pleine course, il est en première place, puis le gars derrière, il n'est pas si loin, tu sais, puis il a pris le temps de regarder un volcan en éruption, puis de se dire, hey, au pire, si je perds quelques minutes de course, je suis en train de vivre quelque chose que je ne vivrais pas autrement, puis c'est ça, ça démontre le bonhomme. Ouais, c'est un amoureux de la nature. C'est un amoureux de... Et moi, je me rappellerai toujours des bons moments au GR où quand on est arrivé à Mont-Saint-Pierre, là, on a senti qu'il y avait le second souffle parce qu'il y avait l'eau. Puis l'eau, Matt, il a une relation très, très particulière avec l'eau. C'est un instructeur de plongée. Son père, il a créé une école de plongée, je pense. Puis quand on est arrivé là-bas, là, tu as senti que le gars était super content d'y être. Rien que l'odeur, etc. Puis non, les montagnes, il a une passion pour les montagnes. Que ça soit de se déplacer vite ou même prendre son temps. C'est une belle personne. C'est une personne qui a les idées à la bonne place. C'est pas quelqu'un, comme tu disais, qui va aller chercher la gloire ou autre chose. Là. Il veut faire les choses pour la bonne façon. Puis ouais, pour vrai, je pense que ça a inspiré beaucoup de monde au Québec. Puis j'espère qu'en France, les gens vont commencer à apprécier de se dire c'est pas qu'un gars qui est passé à la télé, là, c'est un gars aussi qui est un athlète et puis qui confirme et qui travaille fort. Oui, mais je ne savais pas que la perception était. Puis je peux le comprendre, parce que Koh-Lanta en France, c'est un peu comme Survivor, qui connaissent au Québec, au Canada. Puis je savais qu'il avait fait le show, mais je ne savais pas qu'il y avait cette perception-là, peut-être auprès de certains trailers français ou dans la communauté. Ah oui, c'est le gars qui fait du trail, qui a aussi fait de la télé. Boum, 3e place à l'UTMB. Voilà. Je pense que les actes parlent d'eux-mêmes. Là. Et je pense juste que les gens, ils ne connaissent pas l'athlète. Ils voient la personne, ils se disent ah, OK, c'est peut-être un gars qui court, mais c'est parce qu'au Québec, nous, on l'a vu. On l'a vu exploser, on l'a vu grandir en tant qu'athlète, puis aussi en tant que personne. Puis j'espère qu'en France, maintenant, ils vont se dire ah, ouais, quand même, c'est un gars qui, on va dire de façon polie, il a fermé quelques bouches, je pense, les gens vont dire ah, ouais, OK, d'accord. Ouais, laisser ses actes parler à sa place. Exactement ça. Il l'a fait. Puis c'est fou, tu parles les Français, la France. Il s'est passé quelque chose d'unique cette année à l'UTMB parce que là, je veux ramener ça. J'adore Mathieu, mais là, c'est pas Jazette de Mathieu Blanchard, c'est Jazette de Geek. Il faut revenir à la course, même si Mathieu est partie intégrante avec une grosse 3e place. Mais sur l'UTMB, le top 5 est 100% français. C'est du jamais vu, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Même la première édition qui était beaucoup plus petite, qui était beaucoup plus humble, puis que ça aurait pu arriver que c'était que des coureurs français. Mais non, dans l'histoire de l'UTMB, sur le podium, les masculins, les 5 premières performances, les 5 premières places, c'est 5 Français, c'est du jamais vu. Ah, c'est du jamais vu. Puis même sur les autres courses de l'UTMB, il y a eu un triplé aussi sur la CCC des filles. Ouais. C'est incroyable. Hein. Pour vrai, ça prouve que les Américains ont encore un peu de mal à venir sur les trails européennes. Mais c'est exceptionnel. Hein. Ouais. Il y a certains gars qui ont confirmé, il y a certains gars qui ont vraiment surpris le monde. Mais je pense que ouais, c'est la première fois de l'histoire qu'il y a eu ça. Puis je suis sûr que ça va pas être la dernière non plus où les Français vont vraiment performer là-dessus. Moi, je reste quand même un romantique de la trail. Puis à un moment donné, j'ai envie qu'il y ait un Jim qui va gagner l'UTMB ou un Tim Tollefson. Mais chaque chose en son temps. Mais cette année, ça a été une domination française. Puis après, des belles surprises, comme tu le disais, Mathieu, pour revenir à lui, a causé la surprise. Mais Germain Grangier, que tu connais probablement parce qu'il est dans l'équipe On Running, lui aussi a surpris. Je pense qu'il était dans les favoris quand ils sortent des listes de top 20 favoris, mais pas un favori pour un top 5. Ou en tout cas, j'ai pas vu personne parler de Germain Grangier. Puis grosse performance. 4e jusqu'à la toute fin, jusqu'à ce que Ludovic Pommeret gagne en 2016 du TMB. Un gars de, attention tout le monde, 45 ans. C'est complètement fou, là. Il est sur le top 5 mondial à l'UTMB, 45 ans.
solide comme un roc. Il a fini, je pense qu'il avait l'air d'un gars qui pouvait repartir faire un 100 bornes. Ouais, lui, c'est un maestro, tu sais. Je pense que ça va être un exemple pour tous les gars. Ils vont se dire, hey, à 45 ans, je peux faire ça. Ouais. Mais lui, c'est exceptionnel à la régularité, tu sais. C'est pas genre un gars qui va faire un résultat tous les 2-3 ans, tu sais. Il est là tout le temps. Là. Puis tout le temps, tout le monde doit se méfier de lui. Là. C'est ça qui est excellent. Mais ouais, Germain, je l'attendais un peu plus haut. Moi, j'avais quand même mis dans mon top 3. Ouais, je trouve que c'est un gars vraiment excellent, Germain. Puis tu sais, je sais pas si tu as suivi son Instagram pendant l'UTMB, mais ça mourait de rire, tu sais. C'est un gars qui a, tu sais, pareil que Matt, il a les idées à la bonne place, puis il prend ça vraiment à l'autodérision. Là. Tout doit être quelque chose de drôle et de facile à vivre, là, mais... Il n'y a pas plus trail comme attitude, je pense. On le voit beaucoup sur... il y a beaucoup les genoux dans le GIF, puis il y a le traveling memes, puis ça fait partie de la communauté, je pense, de ne pas se prendre au sérieux, puis on en voit plein. Là, Jim Wamsley, je pense que le plus grand fan d'autodérision qui n'hésite pas à rappeler qu'il explose une course sur 2, mais quand il explose, soit il gagne, soit il explose, puis une fois sur 2, ça marche, puis ça fait partie du personnage. Mais tu sais, je pense que c'est une communauté que l'humour est très présente, puis Germain Granger était hilarant sur Instagram. Moi, je l'ai découvert à la fin quand tu m'as dit d'aller le suivre, puis pour vrai, c'était vraiment très drôle. Le gars court, tu sais, à l'UTMB, il y a des Pit Vipers, les lunettes les plus douchebags de l'histoire dans la face. Il fait son équipe, son crew. Grosse joke, toute la course sur Instagram. C'était vraiment divertissant. Là. Ah ouais, lui, c'est... Tu sais, elle le suit tout le temps. C'est tous les jours comme ça. Là. C'est incroyable. Et, tu sais, on a besoin de gars comme ça dans le trail. Il ne faut pas que ce soit sérieux. Il faut que ça soit drôle. Puis, tu sais, que ça soit lui ou que ça soit même Hugo Ferrari, tu sais, qui fait beaucoup d'autodérision aussi. Tu as besoin de ça dans le sport pour que ça soit le fun à regarder. Là. Mais non, exactement. C'est ce qui rend le sport le fun, justement. C'est que l'UTMB, c'est le festival des équipes marketing qui gère des Instagram parce que le coureur, la coureuse est en train de courir. Fait que c'est une équipe qui suit. Des fois, tu as des athlètes que c'est clairement une brand, une agence marketing qui gère ça. Puis d'autres fois, c'est un crew qui ont beaucoup de plaisir, comme Germain Granger. Puis c'est vraiment très drôle. Là. Ah ouais, lui, c'est toujours comme ça. C'est ça qui est cool. T'as juste envie de l'inviter à toutes les courses juste pour ça. Ah non, c'est clair. Fait que, côté UTMB, là, on en parle depuis tantôt, il y a plusieurs courses. Parlons de l'UTMB lui-même. Côté femmes, je pense que c'est là que le groupe d'élite était le plus fort. Les hommes, il y avait énormément de favoris, on s'entend. Là. Je ne veux pas dire le contraire. Mais ça reste que chez les femmes, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui pouvaient aspirer au titre. Puis il y avait Courtney Dauwalter qui revenait, qui avait gagné en 2019. Mais depuis cette victoire-là, il y a eu beaucoup de coups durs. Un abandon quand elle a tenté de faire un FKT en Arizona, Colorado. Ensuite, des courses difficiles, ne serait-ce que la Hard Rock il y a quelques semaines qu'elle a abandonné. Ouais. Elle arrive comme favorite parce que Courtney, c'est Courtney. Mais il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui étaient fortes. Mimi Kotka, Audrey Tanguy. Moi, celle que j'avais mis comme dans mes prédictions comme gagnante, c'est Sabrina Stanley qui venait de gagner la Hard Rock. Bon, j'ai eu la recave parce que je l'ai mis comme ma numéro 1 dans mes prédictions. Elle a décidé à la dernière minute de ne pas faire la course. Fait que là, bon, je partais mal dans mes prédictions. Mais bref, très gros plateau de femmes. Mais Courtney étant ce qu'elle est. Parle-nous de la course de Courtney. Mais Courtney, comme on dirait en ce moment, elle a manqué de respect à tout le monde. je pense que c'est le seul terme possible. Courtney a manqué de respect. Écoutez, elle a fini 7e au scratch. Donc, il y a 6 hommes qui ont fini devant elle. Et ensuite, c'est elle. C'était jamais arrivé depuis... En fait, elle a flirté que la 6e place. Ouais. La 7e place, Rory Bozio en 2013 l'avait faite, finir 7e. Elle avait encore le record du parcours aujourd'hui, Rory Bozio. Bon, Courtney a fini 7e aussi, n'a pas battu ce record-là, mais a définitivement battu le record du parcours. 7 minutes, c'est très peu pour battre un record du parcours, mais c'est un parcours complètement différent qui était plus long cette année. Ouais, c'est 3 kilomètres. Il n'était pas plus long cette année, c'est qu'en 2013, il était plus court pour contourner des zones d'avalanche. Ouais. Bref, elle a manqué de respect à tout le monde. Total. Je ne sais pas comment vous dites au Canada, là, mais elle a fait une brûlure indienne au parcours. Là, à tout le monde. Elle a torché tout le monde. Ouais, pour vrai, c'était incroyable. Puis, c'était sûr qu'elle était super déçue avec la Hard Rock. En écoutant pas mal de podcasts, l'interview, elle était vraiment déçue, mais quand elle arrivait ici, elle arrivait avec le couteau entre les dents. Là, puis on s'entend, là, elle a fait plus de 2 heures d'avance sur son temps de 2019. Ouais, 2019, c'était une consécration encore une fois. Puis j'ai checké tantôt parce que je voulais avoir les stats. Elle avait fini 21e au scratch.
Tu avais quand même 20 hommes qui avaient fini devant elle, mais 24h13 qu'elle avait fait, je pense, un temps complètement fou quand même pour l'UTMB. Mais là, comme je pense, c'est ça, manquer de respect. Je pense qu'elle est dans le top 15 des meilleurs chronos de l'histoire, tous sexes confondus, hommes ou femmes, sur le parcours classique de 171 km. Mais là, on s'entend, c'est juste, et je pense que c'est la meilleure performance de l'histoire en ultra-trail qu'elle a faite. Il n'y a pas d'autre course où une fille a autant impressionné le monde que ça. Même là, tout le monde a capoté. Elle finit quand même des gens, gars. Grégoire Kurmer, là, il a quand même gagné la Diag. Hein. Ouais. C'est pas rien. Puis elle finit que 1h15 derrière Matt. Hein. C'est complètement fou. 1h15, là. C'est absolument rien. Elle finit à 40 minutes de Germain. Puis... Parce qu'on entend souvent que les femmes, il y a des études qui le prouvent aussi à partir du 100 000, puis quand on augmente donc jusqu'aux 200 000, il y a une part d'endurance qui est physiologiquement, biologiquement, je ne peux pas l'expliquer, je ne suis clairement pas scientifique, mais à partir du 200 000, c'est pas rare que les femmes l'emportent. Sur les backyards, on le voit aussi, cette extrême endurance-là, quand on voit que ce soit Courtney, justement, ou une Stephanie Simpson au Québec. Les femmes en endurance torchent les hommes à partir d'une longue durée, plusieurs jours. Mais sur 100 000, sur une course internationale de ce calibre-là, depuis Anne Trayson, qui avait fait une 3e place à Western State dans les années 80, de quoi de marginal une fois, c'était jamais arrivé qu'une femme rivalise à ce point-là puis qui torche des hommes, qui donne une leçon à tout le monde. Là. Puis tu sais, là, on s'entend à quasi... je pense qu'elle a mené la course de A à Z. Elle a fait genre une Pau Capel 2019. Là. Ça a été ça, mais tout le monde a pété derrière. Mimi a essayé de la suivre, puis Mimi, elle a pété. Oui, parce que Mimi Kotka était 2e. Quand elle a finalement arrêté de suivre Courtney, elle est tombée 2e. Puis finalement, Camille Bruyas l'a dépassée. Mais tu sais, il y avait de la compétition. Je check la liste. Tu avais Beth Pascal qui avait gagné Western State, Ragnar Debats, Audrey Tanguy, Sabrina Stanley, Cathy Scheid de chez On, Brittany Peterson, il y avait la Canadienne Ailsa McDonald. Il y avait de la grosse compétition. Puis Courtney a comme démoli tout le monde. Ouais, puis tu vois quand même le truc de les personnes qui ont fait la Western et qui se sont dit on va aller à l'UTMB, il y a tout le monde qui a pété. Tim Tollefson, Jim, Audrey Tanguy, il y en a plein. Puis tu sais, puis comme l'expliqué, j'avais écouté l'interview de Tim Tollefson juste avant. Puis tu sais, le gars, il est arrivé, puis déjà, rien que dans la mentalité, tu savais qu'il allait arrêter. Puis dans ses communications d'après-course, il a dit, tu sais, il fait « Pourquoi j'ai même commencé la course ?» Mais c'était rien que la gestuelle et le truc, quand tu voyais en vidéo, tu dis « Ok, lui, c'est certain qu'il va péter. » Puis tu sais, Audrey Tanguy, ça a été ça très vite. Tu sais, mais même, on s'entend, c'est ça que ça va mettre en perspective la performance de François Den. Il finit la hard rock, il la gagne, puis il le détruit. Puis tu sais, quand il a commencé la course, il l'a dit direct. Il fait « J'ai senti tout de suite dans mes jambes que c'était dur. » Il gagne quand même, mais et ça prouve que tu sais, c'est très dur mentalement de faire genre un 100 miles 2 mois avant genre ton objectif A de la saison, parce qu'on s'entend tous ces gars-là, leur objectif A, sans manquer de respect à Western State, c'est pas l'objectif A pour pas mal d'athlètes. Oui. Tim Tollefson, ça fait 4 ans qu'il dit qu'il veut gagner l'UTMB, donc c'était son objectif A, mais tu vois que les gens qui mettent 200 miles très rapprochés, ça pète, là. Oui, puis je pense que la préparation est différente. On pourra revenir sur ce que François a accompli comme exploit parce que jamais personne dans l'histoire n'avait gagné Hard Rock et UTMB dans la même saison. Il y avait 3 personnes qui l'avaient gagné, point, les 2 courses dans leur carrière. C'était Kylian, c'était Caroline Chavreau que j'ai reçu au podcast, puis une 3e personne dont j'oublie le nom. Lui, non seulement gagne les 2 courses dans sa carrière, il gagne à 6 semaines d'avis. On pourrait y revenir. Je pense que comme athlète, la préparation est la même pour ces 2 courses-là. C'est des courses extrêmement montagneuses, profil semblable, 160, 170 km, 10 000 mètres de D+, un peu technique, certaines portions roulantes. Le 6 semaines de récup est complètement insane, ce que François a fait. Par contre, la préparation, le build-up vers ça est assez semblable. Mais tu sais, un matin, Nico, tu t'en vas faire Western State, puis je te dis que l'année suivante, tu vas faire l'UTMB. Ton année de préparation va être complètement différente, parce qu'il y en a une qui est extrêmement roulante, mais chaude. Donc, je veux dire, Éric DM disait qu'il courait sur un tapis roulant avec un tuyau de sécheuse d'en face. Ou c'est peut-être Richard Turgeon qui me disait ça. Mais c'est une préparation à la chaleur. C'est très rapide. Tu peux courir quasiment de A à Z.
Puis l'UTMB, c'est l'opposé. Fait que, tu sais, des Tim Tollefson, des Audrey Tanguy, des Jim Walmsley, des Beth Pascal qui a gagné. C'est des gens qui se sont préparés pour un ou pour l'autre, mais j'ai l'impression, peut-être je me trompe, que se préparer parfaitement pour ces deux courses-là, considérant qu'ils ont 9 semaines d'intervalle, c'est quasiment impossible. Il faut que tu mettes ton attention d'un côté ou de l'autre. Ben, tu sais, c'est ça. T'en as une qui est quand même au roulant. C'est sûr qu'au niveau ratio dénivelé distance, la Weston, tu as un peu de dénivelé, mais quand tu regardes la course, c'est un profil descendant. Là. Ah oui. Regarde, Elliott, il faisait pas mal de tempo aussi dans ses entraînements. Mais tu sais, je pense que François, ce qui l'a aidé, c'est que la hard rock, c'est quand même assez similaire, entre guillemets, avec l'UTMB, comparé à genre un Western States qui est très roulante et un UTMB où tu as quand même pas mal de dénivelé. Donc, tu sais, ces athlètes-là, c'est sûr que l'écart est tellement court que tu n'as pas le temps de faire des cycles de vitesse. Puis, tu sais, il faut que tu te reposes là, entre les deux. Tim Tollefson, il disait, il fait mon erreur, ça a été de me remettre directement dans l'entraînement, tu sais. Parce que ces choses-là, ces distances-là, ça te draine aussi mentalement. Tu sais, as besoin d'avoir un repos mental après ce genre de choses-là. Puis lui, il a juste été directement dedans. Puis tu sais, ça se peut que pas mal d'athlètes ont fait ça aussi. Hein. Mais c'est parce que c'est très prenant. Puis comme tu dis, je pense que physique, on s'en remet plus vite que mental. En tout cas, moi, je le sais que physiquement, je le sens pas si longtemps que ça après. C'est la fatigue du corps qu'après, des fois, tu pars faire un 10 km relax. Puis après 5, tu as l'impression d'être rendu au 50e kilo. Tu es brûlé plus vite. Tu n'as pas de douleur, mais tu es plus fatigué. Mais mentalement, c'est très prenant. C'est Julien Lachance qui me parlait de le Vermont 100 qu'il avait remporté. Il dit ça m'a pris 1 an, ou en tout cas le reste de la saison pour m'en remettre, tellement ça avait été dur physiquement. Puis après ça, il avait enchaîné, je pense, des performances plus difficiles parce que justement, mentalement, ça l'avait drainé jusqu'à la dernière goutte. Puis quand on parle d'une course où il fait 40 degrés à Western States, je pense que drainer jusqu'à la dernière goutte prend tout son sens. Ah non, c'est sûr. Tu sais, l'entraînement, ça te prend du temps aussi. Tu sais, tu te sollicites mentalement. Donc après, tu as besoin d'avoir ce petit sas de décompression. Puis certaines personnes sont juste rejetées directement dedans. Donc, tu sais, Courtenay, elle abandonne la hard rock, puis ça lui a peut-être fait du bien de se dire, ah, OK, tu sais, j'abandonne ça, puis je vais arriver le couteau entre les dents à l'UTMB. Mais non, on s'entend que sa performance, tu la voyais regarder, elle souriait tout le long. Hein. Je pense qu'après sa course, elle avait moins mal aux jambes qu'elle avait mal aux muscles de sourire. Elle souriait tout le long. Ah oui. Yeah. Elle représente tout ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de bon. Tu sais, on parlait de Mathieu tantôt, mais Courtenay, à un autre niveau, c'est ce même genre d'athlète-là qui, oui, fait des grandes performances, oui, vit de son sport et tout ça, mais tu sens qu'elle prend tellement de plaisir. Puis c'est ça, c'est pas qu'à Chamonix, à la fin, les bras dans les airs, qu'elle sourit. Chaque fois qu'il y a une caméra sur elle, c'est-à-dire pendant 170 km sur l'UTMB avec les vélos qui la suivent puis les gars qui s'alternent pour réussir à la filmer, gros sourire d'en face. Elle raconte en entrevue qu'à un moment donné, il faut juste qu'elle dise au caméraman, bon, ben là, il faut que j'aille comme pisser dans le bois, tu peux arrêter de me filmer? Puis tu sais, elle fait des jokes avec ça. Puis c'est ça. C'était juste beau de l'avoir arrivé. Puis comme, sachant qu'elle arrivait de quelques contre-performances ou des performances difficiles, de gagner, puis pas juste de gagner, comme d'envoyer un message, de rappeler comme c'est moi la meilleure. De la manière la plus humble possible, c'est-à-dire pas le dire, le faire. C'était vraiment beau. Là. Ah, c'est ça. Elle, tu sais, c'est pas une fille qui va genre braguer devant tout le monde, mais tu l'entends en interview, c'est limite, elle est gênée, tu sais. Ouais. Moi, je me souviens, celui-là, le podcast avec Joe Rogan, tu sais, lui envoie beaucoup de fleurs, puis elle est genre, ouais, mais non, tu sais, je suis juste une fille toute simple. Ouais, mais non, tu sais, t'es la meilleure coureuse de trail du monde. Puis, tu sais, là, je pense que ce week-end, elle a envoyé un message très, très fort là, en disant, moi, là, je suis capable de finir top 10 overall de l'UTMB. Puis, tu sais, elle se cache pas, mais tu sais, en plus, elle n'a pas eu une course facile. Hein. Elle expliquait qu'elle a eu beaucoup de problèmes digestifs dès le départ. Logiquement, elle aurait dû manger du liquide à partir du 100e kilomètre. Puis, en fait, elle a reviré sa stratégie de bord quasiment après 50 kilos. En mangeant le liquide, tu sais, puis elle le disait en blague, elle m'a fait, j'étais jaloux limite de voir tous les autres gars manger au ravito. Elle fait, moi, je pouvais pas manger. Je pense qu'elle avait une course très difficile en 2019 puis qu'elle avait décidé d'avoir une stratégie comme ça que même j'avais vu deuxième moitié à la base, elle voulait comme manger que du liquide. Mais à un moment donné, tu as ce que tu mets sur papier là, quand tu te prépares, puis après ça, tu as ce qui se passe concrètement dans la course qui peut complètement changer. Là. Bah, les plans en général, ça ne marche jamais jusqu'au bout. Ouais. Elle aurait été jalouse de toi parce que nous, on a couru quoi, 15 kilos ensemble au QMT, 20 kilos. Ouais. Tu as parlé de tes patates douces au bacon pendant comme chaque 10 minutes.
Je pense que si Courtney avait été au ravito, elle aurait fait c'est Nico, là. C'est chien, là. C'est Matt qui m'a appris pour les patates douces. C'est vrai? Je sais pas si tu voyais dans tous les moments où que l'UTMB le filmait au ravito, il avait sa purée de patates. Là. Ah, c'était ça, c'était exactement cette recette-là. C'est pas exactement la même. Je pense que lui, il rajoute pas mal de trucs. Moi, je mets juste patates douces, bacon, puis la masse de sel. Mais Matt, il y a plusieurs choses dedans qu'il met. Là. Mais c'est pour ça que c'était assez drôle de voir ça. Désolé, il fallait que j'expose ton secret. C'est ça le secret des performances de Nico. Patates douces, bacon. Les patates douces, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, quand tu regardes le classement encore des filles, là, même moi, Camille Brua, je la voyais vraiment là-dedans. Top 3, je pense que c'est une des filles qui va pouvoir vraiment concurrencer Courtney dans les prochaines années. Là. Le pire, c'est que Mimi, elle voulait vraiment, vraiment réussir à l'UTMB. Là. Elle l'avait dit, genre, je reviens. En plus, elle vit à Chamonix maintenant, Mimi. Ah ouais, c'est vrai, OK. Ouais, donc elle est là, elle connaît le terrain. Puis je pense qu'elle c'est assez investi. Là. Elle se dit, je vis à Chamonix, comme ça, je vais être vraiment beaucoup plus proche du parcours de l'UTMB. Là. Mais le classement reste incroyable. Quand tu regardes Courtney top 10, tu te dis, ouais, OK. Là. Ça, puis même Camille Bruyas, elle a fini comme 1h40 derrière Courtney, ça semble beaucoup, mais ça reste qu'elle a fait un meilleur chrono que Courtney, son chrono victorieux de 2019, qu'elle a fini 16e au scratch, qui encore là, il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'histoire de l'UTMB qui ont entré dans le top 20 scratch. Fait que Camille Bruyas, c'est une solide performance. Puis je pense que Mimi Kotka n'a pas fait sa course. Elle s'est mise à suivre Courtney. Puis il y a quelques images que tu vois Courtney qui court avec le sourire, puis tu es en arrière avec Mimi, puis tu sens qu'elle a moins de fun, puis c'est encore tôt dans la course. Alors que Camille, je pense qu'elle a été plus conservatrice, ou en tout cas, je ne suis pas sûr que c'est conservatrice le bon terme, elle a été plus à cheval sur son plan. Elle a suivi ses affaires. Puis elle a dépassé Mimi, puis elle a une grosse deuxième place. Là. Ouais, mais moi, je pense que c'est juste la meilleure performance de tous les temps. Je pense qu'il n'y a aucune genre contestation là-dessus. C'est même effrayant de voir Courtney comme ça. C'est effrayant de voir à quel point elle finit sa course. Puis on n'a pas l'impression qu'elle a couru 170 kilos. Là. Les photos d'après-course, c'est celle qui a l'air le plus fraîche. Là. Elle a juste écrit sur tout. Tu sais, c'est ça montre tout le personnage, mais sur Instagram, son premier post qu'il a suivi, c'était elle et puis son équipe qui gérait son Instagram, c'était juste bon, ça a été une grosse journée, mais maintenant, il faut que j'aille manger des croissants. T'sais. Elle avait juste hâte de manger des croissants parce que ça faisait 100 kilos qu'elle buvait du liquide. Mais je pense qu'on vit une année assez exceptionnelle parce que ce que tu dis par rapport à Courtney, que je supporte complètement, une des plus grandes performances, c'est pas la plus grande performance, en tout cas féminine, hands down. Ouais. Puis overall, une des plus grandes performances qu'il y a jamais eues. Mais il y a beaucoup de monde qui disait ça de François Den à la Hard Rock. Ouais. Parce qu'on se rappelle que la Hard Rock, 160 km, 10 000 mètres de D+, en altitude au Colorado, une année, ils le font sens horaire, une année, ils le font anti-horaire. Puis anti-horaire est beaucoup plus difficile parce que les grosses montées, tu es fait à la fin. Alors que quand tu es dans le sens horaire, les grosses montées, tu commences avec ça. Le record du parcours, puis les 10 meilleurs chronos, je pense, étaient sur le sens horaire. Kilian avait 4 des 6 meilleurs chronos de l'histoire. Puis François Den arrive sur le sens anti-horaire, qui se gagne d'habitude entre 24 et 28 heures, alors que les records de 22-23 heures du parcours, c'est sur le sens horaire. Lui, il arrive après 2 ans d'attente, parce que la course était annulée en 2019 à cause d'avalanche, en 2020 à cause de la COVID. François arrive dans un field encore là très compétitif, Dylan Bowman, puis des gros coureurs. Puis non seulement bat le record du sens anti-horaire, mais bat le record général de Kilian, puis la baisse d'1 heure, une performance. Je veux dire, les gens disaient 22 heures, ça ne sera jamais battu à la Hard Rock. Jim Wamsley avait tenté de le faire en solo l'été dernier pour le fun, puis il n'était même pas capable de passer proche. Il a complètement explosé. Puis le monde disait, si un jour peut-être quelqu'un bat 22 heures sur la Hard Rock, ça va être dans le sens horaire. François Dayan, hold my beer, 21h40. Puis tu sais, Dylan Bowman, qui a fini 2e à la Hard Rock, était commentateur à l'UTMB. Puis, je veux dire, il a fait le 2e meilleur chrono de l'histoire à la Hard Rock, derrière François qui venait de battre le record, comme encore là, avec un manque de respect total. Ouais. Mais Dylan Bowman était le commentateur en anglais. Puis moi, j'écoutais, un moment donné, c'était sur YouTube en français. Un moment donné, j'ai switché sur le live Facebook parce que YouTube plantait. Et c'était Dylan Bowman qui était là. Puis
tu sais, il disait, vous réalisez pas qu'on est à 6 semaines de la Hard Rock. Il dit, je suis encore raqué physiquement. Il dit, je sais pas comment je vais réussir à faire le live. Il blaguait, mais tu sais, il disait, moi, il faut que je sois assis puis je commente l'UTMB pendant 24 heures. Je sais pas comment je vais faire. Je suis démoli, je suis fatigué. Puis François Den, il est là, à courir la course, puis à la remporter. Complètement fou. Ah non, c'est malade. Dylan n'a pas eu une bonne année, lui. Il s'est fait piquer 2 records sur toute l'année. Mais tu sais, ce mec-là, on s'entend, c'est exceptionnel. C'est sûr que Kylian restera toujours l'icône. Mais on s'entend, là, il y a quand même un gros combat. Là. Je pense que Kylian, c'est... si on veut mettre des étiquettes, là, Kylian, c'est peut-être le plus grand athlète de montagne, point. Ski alpinisme, alpinisme. Si Kylian avait décidé de compétitionner au rythme qu'il faisait en 2012, 13, 14, puis de continuer, il y aurait peut-être 6 UTMB, puis 8 Hard Rock, puis toutes les... Mais à un moment donné, il a comme pris une autre trajectoire, puis il a décidé de faire des projets solo, puis c'est tout à son honneur de l'avoir fait. Mais je pense pas que quelqu'un en ce moment peut dire que François Daen n'est pas le plus grand athlète de 100 miles. Point. Je ne sais pas qui peut dire le contraire de ça. 100 miles montagneux, je veux dire, il y a 4 diagonales des fous, 4 UTMB, dont un UTMB qui a gagné devant Kylian, on se rappelle. Il n'y a pas grand monde qui peut se vanter d'avoir fini devant Kylian une course. C'est complètement fou ce qu'il a accompli. Là. Et puis tu le vois arriver, comme disait Germain Granger, là, c'est la grande tige. Là. Ouais. Tu le vois arriver, ah non, c'est impressionnant. Hein. Puis tu sais, c'est un gars super humble, hein, François Den. Hein. C'est pas quelqu'un qui va aller crier sur les toits, faire des posts réseaux sociaux tous les jours. Je pense que Kylian, oui, c'est un des meilleurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur de l'histoire, mais c'est genre plus dans le multidisciplinaire montagnard, on va dire, entre guillemets. Mais François, tu sais, c'est incroyable, tu sais, de la Diag, la Hard Rock, l'UTMB. C'est genre les meilleures courses qu'il y a, tu sais. Ouais, mais c'est un gars de montagne. On se rappelle qu'il a fini 2e à la Western State. L'année que Jim Wamsley a comme tout battu les records de parcours, mais tu prends le chrono de François puis il aurait gagné la moitié des éditions de la Western State avec un chrono comme ça, tu sais. Sur un parcours qui l'avantage 0, tu sais. Ah, c'est l'avantage 0, là, Western, tu sais, c'est un truc qui roule. Là. Même tout le monde avait même été étonné de le voir finir 2e. Parce que c'est un parcours roulant, puis François Den n'est pas connu pour genre dérouler, même s'il a des jambes de 4 mètres, là, mais c'est pas genre ce qu'il fait d'habitude. Mais non, il gagne ça, puis il a serré les dents vers la fin, là, tu le voyais commencer à cramper dans les descentes, etc. Mais non, c'est phénoménal, surtout 6 semaines après la Hard Rock. Tout le monde serait démoli après ça. Là. Puis lui, il était ça il y a 2 semaines, le tour il a fait le parcours de l'UTMB en 2 jours. Là. C'est ça. C'est que la plupart des gens en préparation, comme Mathieu, vont le faire en 4 jours. Il y a des relais, tu fais 40, 50 km par jour. Lui, il se tape ça en 2 jours, à 4 semaines et demie, 4 semaines après la Hard Rock. Après ça, il y avait des photos de lui, parce qu'il est bien ami avec Jim Wamsley. Tu sais, Jim Wamsley qui l'a suivi pendant 100 km sur l'UTMB, qui a explosé. C'était son pacer à la Hard Rock. Tu sais. C'est des bons amis dans la vie, je pense. Puis, je pense 2-3 jours avant la course, tu sais, François Den, il est vigneron, puis ses vins sont dans certains relais en haute montagne, puis il faut les monter pour que quand les gens font des longs treks et des longues randonnées, ils arrivent au relais, puis cool, il y a du vin. C'est du vin de François Den du Beaujolais. Puis il était là avec ses caisses de bois. C'est comme une espèce de gros backpack, mais c'est une caisse de bois avec 20 bouteilles de vin. Puis lui et Jim Wamsley sont là à monter des cols de 3000 mètres d'altitude avec leur vin dans le dos 3 jours avant l'UTMB. Il a dû charger les caisses à Jim un peu plus, comme ça. C'est peut-être ça. Voilà. C'est ça, c'est secret à François, en fait. Il a chargé Jim 3 jours avant. Puis, Et voilà. Faire le tour de l'UTMB en 2 jours. Et Matt, il l'a fait en 4. Ouais. Après, peut-être que François, il avait que 2 jours de air loose parce qu'il y a quand même 3 enfants. Sa femme l'a dit, t'as 2 jours, François. Voilà, force-toi. Force-toi. Ouais. Non, en fait, c'est vraiment une belle année pour être. Je pense que chaque saison a son lot de belles histoires, mais je ne veux pas dire que cette année est mieux que les autres parce que j'ai l'impression qu'on dit ça chaque année, mais fuck. Courtney UTMB, François qui gagne Hard Rock UTMB, Anton qui fait un retour, qui finit 3e à la Leadville. Je veux dire, c'est un jasette de gay qui a accès UTMB, mais on peut faire un crush vers Leadville la semaine passée. Mais le gars, il y a 15 ans de différence entre sa victoire en 2006 et là, une 3e place
en 2021. Il y a comme 4 minutes, je pense, ou 5 minutes de différence entre ces chronos. 7 minutes entre ces deux chronos. Ça n'a aucun sens. Hein. Ah non, pour vrai, de revoir ça, c'est quoi? Parce que tu le regardes, puis tu as limite l'impression que c'est un gros flashback. Tu te dis, tu commençais à suivre Anton il y a 5-6 ans, puis là, tu le vois, tu te dis, OK, on a fait un retour dans le passé. Mais non, c'est ça. Cette année, c'est vraiment une belle année de trail. Puis tu sais, limite, tout le monde a déjà hâte à l'UTMB l'année prochaine. Puis tu sais, de se voir, OK, est-ce qu'on aura genre, on ne sait jamais. Tu auras peut-être un Hinton qui va revenir à l'UTMB, tu auras peut-être un Kiki qui va revenir à l'UTMB. Kylian, on s'entend, il y a 3 UTMB. Il était le premier à remporter 3 UTMB. François l'a rejoint en le battant en 2017. Xavier les a rejoints. Fait que là, François est rendu à 4. Et là, Kylian, il n'avait pas les points, puis il blaguait là-dessus quand il se faisait demander pourquoi tu ne fais pas l'UTMB. Ben, dans les dernières années, c'est vraiment concentré sur les plus marathons de montagne, Golden Trail Series et tout. Donc, il n'y avait même pas les points pour pouvoir accéder à l'UTMB. Mais là, il a comme glissé subtilement sur Twitter qu'il faisait le 100K de l'Ultra Pyrénées en Espagne en octobre. 100K en 6000 mètres de D+, ça va être un 5 points. Y a-t-il l'air d'un gars qui ramasse ses points pour l'UTMB? On ne sait pas. Là. Il est chatouillé, là, de se dire, non, François, non, tu ne peux pas me faire ça. Là. Donc, prochaine, c'est lui qui va vouloir lever le point de François à l'arrivée. Ouais. Non, on vit dans une belle année de trail cette année. Pour vrai, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions dans genre les dernières semaines et les derniers mois. Là. Mais non, ça va être... je pense qu'on est dans une belle dynamique. Ouais, je pense que c'est aussi, oui, les performances, mais c'est aussi le retour des événements points. On prenait ça pour acquis. Hein. Avec du recul, là, on prenait chaque saison pour acquis. Puis, je veux dire, moi, je me rappelle, j'ai été pigé pour la CCC en janvier 2020. L'après-midi, je réservais mon hôtel. Je veux dire, c'était comme si tu te fais piger, tu vas faire ta course, t'as fait. Tu t'inscris à QMT, tu pointes à Sainte-Anne, tu fais ta course. C'était acquis depuis toujours. Là, pendant un an, on a tout perdu. Puis moi, je l'ai rappelé souvent, on n'a pas à chialer. Là, je veux dire, on avait juste perdu nos petits événements trail. C'était bien pire pour les gens qui travaillent dans la santé. C'était bien pire pour les organisateurs de courses qui, eux, c'est leur gagne-pain, contrairement à nous, que c'est juste un passe-temps. Mais c'est quand même ça, on a perdu un peu ça. Là, tu le retrouves, l'événement. Tu l'as senti au QMT. Là, il y avait de quoi de beau qui se passait parce que c'était quasiment le premier événement trail, le QMT au Québec, où on revenait à un semblant d'événement normal, sans les contraintes. Fait que je pense qu'il y a ça qui contribue à cette espèce d'engouement-là en ce moment. Là. Ah non, la trail, ça commence à prendre un engouement énorme. Puis tu sais, on s'entend, ça profite aussi du fait qu'il n'y a aucune course de route qui a lieu. T'sais. Tous les événements majeurs de course de route sont annulés. Donc tout le monde un peu se tourne vers la trail. Puis j'en parlais encore avec mon physio la semaine dernière. Il me disait, mon temps du QMT d'il y a 2 ans, hein, il dit, avec ce temps-là, je finissais 17e. Il fait, maintenant, avec le temps de cette année, je finissais 80. T'sais. Parce que le monde de la route se dit, c'est quand même le fun en sentier, on va y aller. Puis, je pense dans les prochaines années, on va avoir un énorme élan du sentier. Puis, tout le monde le voit même dans l'industrie de l'équipement sportif, chaussures de trail, gear de trail, etc. Le monde capote. Puis, c'est un beau sport, c'est un sport de partage. Comme tu disais à QMT, de revoir les gens à la ligne d'arrivée, tout le monde autour d'une bière, à jaser, c'est une belle communauté. Je pense qu'on est super chanceux au Québec d'avoir une communauté qui soit si proche. Tout le monde se connaît dans la communauté de trail. Puis c'est ça un peu qui fait la force. Donc, je pense que là, la trail a un très, très bel avenir devant elle. Peut-être qu'on la verra aux Olympiques bientôt, mais... Je ne sais pas, hein? Je sais pas si d'une part, le comité olympique veut une course qui se suit pendant 20 heures. Je ne sais pas d'autre part si... Tu sais, avoir la réaction UTMB, Ironman, cette espèce de professionnalisation-là, je sais pas. Mais peut-être qu'on verrait des formats courts. Tu sais, le kilomètre vertical aux Olympiques, ce serait insane. Ouais. Tu sais, j'ai pas l'impression qu'un ultra trail, parce que je me rappelle, quand ça se commençait à se parler, il y avait des articles qui disaient, ouais, mais rappelez-vous que le comité olympique, un de ses critères, il faut que ce soit un sport qui se consomme vite, tu sais. Le 100 mètres. Genre, tu n'auras pas un 100 mètres. Ça sera un truc genre format Golden Trail Series. Oui. Imagine un kilomètre vertical aux Olympiques, ça serait fou. On serait malade, là. Ça serait malade. On a parlé que de l'UTMB qui était l'épreuve reine, on s'entend, 170 km, mais il y a quand même plein d'autres courses à l'UTMB. Tu as la CCC qui fait 100 kg, tu as l'OCC,
ceux qui ne comprennent pas les termes, allez voir CCC, c'est Courmayeur, Champex, Chamonix, c'est les acronymes des villes où les courses passent. L'OCC, c'est un 55 kilos. La TDS, qui est arrivé quelque chose de... C'est quelque chose qui n'était jamais arrivé à l'UTMB, mais un décès sur la course, puis c'est hyper triste. Puis la TDS, c'est la première course, en plus, la semaine, dans les épreuves longues. Ça l'a jeté beaucoup d'ombre, en fait, sur l'événement, puis avec raison. Là, je veux dire, c'est un rappel que notre sport est extrême. Ouais. C'est pas une erreur d'organisation, c'est pas une erreur... c'est une erreur humaine, mais on court dans des cols, dans les Alpes, c'est un danger qui peut arriver. Mais il y a un coureur tchèque de 35 ans qui est décédé sur la TDS, puis c'est super triste. On a vu beaucoup de coureurs, de coureuses dédier leur performance. Je pense que c'est Thibaut Garivier qui a gagné la CCC, qui a carrément dédié sa performance à ce coureur-là, qui reste anonyme par respect pour la famille, puis tant mieux. Mais ça a été un gros branle-bas de combat parce que la TDS, c'est quelque chose comme 1500 coureurs. Puis lui, la personne, le coureur qui est décédé, il était comme 300e. Puis une fois que c'est arrivé l'accident, ils ont arrêté la course à ce moment-là. Fait que les 200-250 personnes devant lui ont poursuivi leur chemin jusqu'à Chamonix. Mais les 1200 qui suivaient, course annulée, c'est fini. Puis ça a durement commencé la semaine. Non, ça a été... comme tu disais, c'est la première fois de l'histoire qu'il y a ça. C'est sûr que c'est pas la première fois dans les courses, mais ça te rappelle encore que la montagne, là, c'est quelque chose de sérieux. On le dit toujours, il faut respecter la montagne. Puis la montagne, si elle décide sa chose, là, parfois, ça a des fins tragiques comme ça. Puis c'est toujours attristant de voir ça. On espère que ça va juste pas se reproduire. Mais ouais, ça avait quand même commencé un peu mal le week-end, ce truc-là. Là. Ça... Je pense que, comme tu disais, les gens sur la course, là, ceux qui ont réussi à finir, ça a dû être quelque chose, là, parce que derrière, les gens, ils étaient bloqués à 2000 mètres d'altitude, là, puis tous avec leur couverture de survie. On voyait les photos dans les virages en serpentin. Même ça a dû jeter un énorme froid sur le reste de la course. Hein. Même les gens qui ont commencé leur course après, ça reste quand même très, très perturbant. Hein. Oui, mais c'est un rappel, c'est con, mais on entend souvent des blagues sur le matériel obligatoire de l'UTMB particulièrement. C'est un débat qui est un peu partout, puis ça s'était rendu même jusqu'à l'UTHC en 2019 où il y avait eu des disqualifications par rapport à ça, mais si l'organisation met ce matériel-là dans la liste, il y a une raison. T'sais. Puis l'UTMB est connu pour avoir beaucoup, beaucoup de matériel obligatoire, mais quand une histoire comme ça arrive, quand on entend parler qu'il faisait 28 degrés au départ de Chamonix de l'UTMB, puis qu'il y avait des cols où il faisait moins 10, c'est un rappel que le matériel obligatoire, c'est pas une suggestion, puis c'est pas aléatoire, puis c'est pas pour faire chier, puis c'est pas pour ajouter du poids à qui que ce soit. Hein. Ah, ils l'ont dit, ils ont sorti le kit de grand foie cette année. Oui. Ça te prouve que, c'est sûr, hein, quand tu montes à 2005, 3000, c'est sûr que tu vas pogner du moins 10. Il y a 2 ans, ils avaient pogné de la neige. Donc ça reste super impressionnant le contraste de température que tu peux avoir. Et encore une fois, là, si la montagne, elle décide, c'est mère nature. Un peu plus fort que nous. C'est ça. Un peu plus fort. Sur la CCC, les 2 Thibaut, hein, ça c'était quand même une belle histoire parce que sur le podium de la CCC de Thibaut Garivier, qui a gagné en 10h23, qui est un des temps les plus rapides sur cette course-là. 100 km, 6100 mètres de D+, guys, c'est 10h23. Ouais, c'est n'importe quoi. Thibaut Barognan, qui est ambassadeur pour la clinique du coureur, un coureur français qui est habitué au format beaucoup plus court, plus marathon de montagne, grosse 3e place. Puis je tiens à le mentionner parce qu'il y a Olivier Collin, un gars de notre communauté trail au Québec, qui a fini en 59e place. 59e, quand on parle d'une course de plus de 1200 1500 coureurs. 13h30, une très solide performance d'Olivier, donc on le salue. Il y avait plusieurs Québécois, il n'y avait aucun Québécois finalement sur l'UTMB, mis à part Mathieu, mais sur la CCC, quand je regardais les listes, il y était une dizaine de coureurs, donc coureurs-coureuses. Félicitations à tout le monde qui est allé faire cette course-là, mais Olivier, 59e, très impressionnant. Ah ouais, au bout d'un moment, il était juste devant Jared Hazen. Encore pour tout dire que les trailers américains, ils prennent toujours un peu des petites rousses quand ils viennent à l'UTMB. Ben oui, parlons-en, les coureurs américains puis coureurs, utilisons-le au masculin parce que clairement, les coureuses féminines à l'UTMB, aucun problème. Je veux dire, Courtney et tellement d'autres ont performé. Rory Bozzi, on la nommait tantôt. Mais les coureurs masculins, il y a eu des coureurs masculins qui ont gagné les plus courtes distances. La CCC, Aiden Knox, Zach Miller l'ont gagné.
Mais sur l'UTMB, c'est comme personne n'est capable. Tu sais, les performances, ce qui se rapproche de ça, c'est une deuxième place il y a comme 15 ans, mais Tim Tollefson, il avait fait une troisième place en 2016 puis en 2017. Puis c'est ce qui se rapproche le plus de la position de tête sur l'UTMB. Puis chaque année, il y a un contingent de coureurs américains qui se pointent là, qui sont favoris, qui ont les dossards avec les plus petits chiffres, qui ont les meilleurs cotes ITRA, puis qui se font donner une leçon. Là. C'est la malédiction de l'Américain, je pense. Pour vrai, ça fait tellement d'années. Moi, je me rappelle toujours, un des films qui m'a donné envie de faire de la trail, c'était le film de Billy Yang là, sur l'UTMB, tu sais. Puis tu voyais déjà que les Américains, genre, ils avaient le couteau entre les dents. Là. David Laney, là, il était genre, ouais, il y a un Américain qui va gagner. Là. Puis on s'entend, là, c'était 2015. Là. On est en 2021. Il n'y en a toujours pas un qui l'a fait. Là. Ouais, c'était cool ce film-là. Ceux qui veulent aller le voir, ça s'appelle UTMB by Billy Yang. C'est l'équipe Nike, donc de Zach Miller, Tim Tollefson et David Laney. Ni un ni l'autre. Non, ils sont avec Nike aujourd'hui, mais à l'époque, Nike avait investi beaucoup. Zach Miller et Tim Tollefson avaient fait première, deuxième place à la CCC, je pense. David Laney, troisième sur l'UTMB. Mais c'est ce qui se rapproche. Tu as des solides coureurs. Je veux dire, on parle de Anton dans son pic dans les années 2010, 11, 12. Il était premier, puis il était en avant de tous les records du parcours. Puis le monde disait, OK, enfin, c'est Anton qui va briser la malédiction. Puis il a complètement éclaté au 98e avant le Grand Col Ferret. Après ça, Scott Jurek, Jason Schwab, name it, ils ont tous eu de la misère à l'UTMB. Ben, le plus proche qui a été, ça a été Zach Miller, là, qui était leader de l'UTMB jusqu'à quoi, peut-être 30 kilos de l'arrivée? Oui, ben, c'est l'année que Ludovic Pommeret, celui dont on parlait tantôt, qui à 45 ans qui a fini quatrième cette année, il était parti de la 60e place, puis il avait dépassé tout le monde. Puis Zach Miller avait l'idée du début à la fin, puis à 30 kilos de l'arrivée, ça allait plus. Là. Ouais, il a éclaté. Là. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a une malédiction américaine. Ça va prendre. Et c'est ça. Passons à date, c'est Tim qui a fait la meilleure performance. Là. On s'entend. Là. Moi, s'il y avait un gars que je voyais gagner, c'était quand même Jim. À un moment donné, j'espère pour lui, puis j'espère pour le sport. Moi, j'ai quand même envie de voir un Jim Walmsley gagner l'UTMB. Mais c'est ça, là. Il a joué un peu avec le feu avec François, puis même François, il a dit, on a joué avec Jim. Là. On s'est amusé, là, puis ça aurait pu coûter aussi quelque chose à François après. Là. Ouais. Mais il y a une belle image qui est sortie. Je ne sais pas si tu as vu que Jim a partagé ses cornichons avec François. Oui. Un ravito, genre. Un ravito, on a vu ça. Hein? Il y en a qui disaient que c'était la malédiction du cornichon parce que juste après, je pense que c'est le ravito suivant que Jim a abandonné. Ah, c'est sûr que c'est ça. Il nous a pas fait un jet de vomi cette année. J'étais un peu déçu. Hein. D'habitude, il sort toujours avec style de ses courses. Mais là, il l'a pas fait. Ouais. C'est ça, Jim, il est all-in. Fait que ça marche 2 fois sur 3. Quand ça marche, c'est les records du parcours battus par des 1000, puis c'est un manque de respect total. Puis la fois sur 3 où ça marche pas, ben c'est une explosion. Puis quand j'ai reçu Anne Champagne, je blaguais, je disais que c'était la Jim Walmsley de la trail québécoise. Juste pas aussi spectaculaire. Là. Je veux dire, Anne ne sort pas des courses en vomissant des jets comme Jim. Excusez tout le monde, c'est un peu ça. Mais Anne, c'est ça. J'ai l'impression qu'Anne, c'est le couteau entre les dents, puis c'est à fond la caisse. Puis quand ça marche comme pas possible. T'sais. S'il y en a une qui est à l'échelle, en tout cas, à ce moment, nous l'a montré au Québec, puis même à La Réunion, performance à la Courtney, là, de finir dans des top 10 au scratch. Là, Trail du Bourbon, à Réunion 2019, Anne, c'était du top 10 au scratch, puis un genre de manque de respect sur les records du parcours. Mais c'est ça, Anne, j'ai l'impression que c'est une fille tellement intense qu'elle va all-in, puis ça marche la majorité du temps, mais la fois que ça marche pas, puis c'est une approche du sport qui est super impressionnante. Puis à l'opposé, tu as des Ludovic Pommeret puis Xavier Thévenard qui font leur petit bout de chemin, qui sont très heureux à être à mi-parcours dans le top 40, puis qui descendent, puis en fin de parcours, gagnent le truc. Là. Mais tu sais, tu as besoin de ces gens-là dans le sport. T'sais, moi, j'aime voir un Jim Walmsley là, j'aime voir un Zach Miller qui est là, parce que ces gars-là, ils n'ont juste pas peur de le dire. T'sais. Moi, j'ai pas peur de dire, genre, je vais arriver puis je vais faire record de parcours. Oui, s'il y va et qu'il pète, pas grave, t'sais. Il a fait le show. Zach Miller, c'est pareil, t'sais. Quand il part de la North Face, 80 kilos, full from the gun, puis qui gagne, c'est cool. Puis l'année d'après, il finit 15e. T'sais. Mais tu sais, c'est des trucs comme ça que tu as. C'est comme tu as besoin d'un Germain Grangier, tu as besoin d'un Jim ou d'un Zach. Tu sais, il faut, comme dirait ma mère, il faut tout pour faire un monde. Là. Puis là, je trouve que dans la trail,
on a quand même beaucoup, beaucoup de personnages qui font que ça te donne envie de regarder. T'sais. Puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui regarde des courses juste pour voir Jamie aller. Là. Oui, mais il donne un maudit bon show. Là. Quand tu regardes à Western States, là, tu regardes ça, t'es genre, t'as la mâchoire qui est au sol. Là. Tu dis, mais c'est incroyable la vitesse qu'il roule. Tu regardes son pace moyen sur toute la course. T'sais. Ça n'a juste aucun sens. Non, c'est ça. UTMB qui pète au centième, tu dis, c'est la vie, là, il l'a tenté. Là. En mode téléspectateur, c'est ce qui est le fun à voir aller. Je veux dire, j'adore Xavier Thévenard, mais les personnes parlent de l'UTMB 2018 comme étant d'une grande édition, puis c'est pas contre lui. Il y avait un plateau d'élite pas possible, puis ils ont tout crashé, puis Xavier était solide, puis il a gagné, puis ça n'enlève rien à la victoire. Ce que je dis juste que ça fait pas un show, quelqu'un qui se maintient dans le top 10, puis à la fin, ça fait, c'est tout à son honneur, puis c'est le secret de son succès, je pense, Xavier Thévenard. Mais comme tu dis, des UTMB, des Western Z, ils veulent des Zach Miller qui viennent s'ouvrir, qui donnent un bon show. Puis quand ça marche, ça fait tomber des records, puis c'est ça. Mais comme tu dis, comme ta mère dit, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Mais on n'a pas parlé de l'éléphant dans la pièce quand même. Tu viens de dire son nom, là, mais Xavier Thévenard. C'est pareil, là. Et on savait que c'était pas le Xavier de l'année dernière. Il y a une COVID longue, je crois, c'était ça, je crois. Une COVID longue, puis il y a eu la maladie de Lyme. Il a été piqué par un tic, puis ça a commencé à la Transvulcania. C'est ça, la Transvulcania qui a abandonné? Ouais, c'est ça. Il y a une performance difficile. Puis... Au Lavaredo. Lavaredo, excuse-moi, c'est ça, Lavaredo. Puis, tu sais, Xavier, c'est un gars qui... Je sais pas s'il y avait un DNF à son actif. C'est un gars qui... C'est un métronome. Là. Quand ça va bien, il gagne. Quand ça va pas bien, il finit deuxième. Tu sais, c'est quelqu'un d'extrêmement solide. Puis, probablement la personne qui a passé le plus près de faire ce que François a fait, c'est-à-dire gagner Hard Rock UTMB. Parce qu'en 2018, il a fait 150 des 160 km de la Hard Rock avant d'être disqualifié pour avoir pris de l'eau de sa blonde qui lui a tendu une gourde d'eau en dehors d'un ravito. Mais on s'entend, il y avait 2h30 d'avance sur le deuxième, il aurait gagné Hard Rock, puis il a gagné l'UTMB 6 semaines plus tard. Bref, fin de la première parenthèse, de la plus grande parenthèse. Mais oui, Xavier, maladie de Lyme, puis je pense qu'il y a des gros problèmes de santé reliés à ça, reliés à la COVID. Il est arrivé sur une jambe à l'UTMB, puis ça n'a pas bien été du tout. Là. Il l'a senti super tôt, tu sais, l'expliquer que genre, il l'a senti dès le 30e kilo. Là. Ouais. Dès le 30e kilo, il l'a senti, tu sais, quand il est arrivé au Contamine, là, il a commencé à sentir que c'était moins bien. Puis après, tu as directement le col du bonhomme juste après. Là. Puis là, il a dit, je cite mot pour mot, là, il a dit j'avais la sensation de courir à côté de mes jambes. Tu sais, quand tu arrives au 40e et qu'il en reste 130 derrière, là, puis tu sais, ces gars-là, on s'entend, là, s'ils savent qu'ils ne vont pas performer, ça sert à quoi de faire genre 140 kilos puis de finir genre 50e? Ouais. Les gars-là, ils ont quand même un ego. Ils ont quand même un ego de se dire, je ne vais quand même pas le finir. Puis on s'entend, là, faire 140 kilos derrière, mais à quel prix, tu sais? Non, c'est ça. Physiquement, ça leur a entamé beaucoup plus. Puis, tu sais, c'est un gars qui connaît la place. Là, je veux dire, on parle de François avec ses 4 victoires UTMB, mais il n'y a personne qui est à la cheville de Xavier à l'UTMB parce que Xavier a 6 titres à l'UTMB. Il y a 3 UTMB, une CCC, une TDS, une OCC. Il a toutes gagné les courses possibles. Il n'a pas gagné la YCC, mais c'est parce qu'il faut avoir 18 ans pour la faire. Tu sais. C'est la course pour les jeunes. Mais il a gagné toutes les courses de TMB. C'est un maître. Tu sais. François, c'est le roi, puis il appelle Xavier le petit prince de la trail, mais prince de l'UTMB. Il connaît son baseball, comme on dit. Là. Fait que s'il ne le sentait pas, puis je veux dire, maladie de Lyme, c'est extrêmement difficile. Tu sais, Caroline Chavreau, je l'ai reçue au podcast, puis elle se bat avec ça depuis des années. Puis on parle d'une championne qui a gagné UTMB, Hard Rock, name it, puis c'est extrêmement difficile de vivre avec ça. Puis je pense que c'est un apprentissage de tous les jours, de tous les mois. Là. Ouais, c'est sûr. La maladie de Lyme, faut vraiment faire attention à ce truc-là. Surveillez vos jambes quand vous revenez de courir dans le foin. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que il faut être à 200% pour finir un ultra. Puis lui, dès la ligne d'arrivée, je pense, c'est comme Tim Tollefson qui arrive à la ligne de départ. Puis même lui le dit, pourquoi je l'ai fait. Peut-être que Xavier, au fond de lui, il savait très bien qu'il finirait peut-être pas. Mais ça reste quand même l'UTMB. Tu as quand même envie d'y être. Puis... Mais il reviendra l'année prochaine, il l'a dit. Là. Il dit je vais revenir l'année prochaine, je vais régler mes problèmes, je vais prendre du gros temps off. Puis, il y a Madrid l'année prochaine, c'est sûr. Ah oui. Ah, mais là, avec Germain Grangier, avec Katie Shid,
avec Xavier Thévenard. À quand la première victoire UTMB de l'équipe On Running? Ah, c'est pour bientôt. Moi, je vis sur Germain. Moi, Germain, ça reste quand même mon petit chouchou, là. Mais tu sais, Katie, moi, je la voyais plus haute quand même. C'était son premier 160, là. Ouais. Mais Katie, je la voyais plus haute. Mais tu sais, ça, c'est une grosse athlète de talent, là. Tu sais, Ouais. On dit Katie Schide ou Scheid? Scheid. Scheid. Ouais. Ouais, mais l'année prochaine, je pense que ça va être... Ah, c'est ça, il y a des belles années qui s'en viennent. Puis c'est une fin de semaine comme en ce moment, ça peut juste donner plus le goût pour la suite des choses. Puis c'est bon pour notre sport des fins de semaine comme ça parce que des performances, des records qui tombent, des performances exceptionnelles, des histoires humaines, que ce soit des abandons, que ce soit des grosses victoires, des grosses performances, ça inspire puis ça donne le goût. Puis ça peut juste être bon pour notre sport, là. Je veux dire, je pense que l'UTMB, c'est pas une finalité en soi. Il y a plein d'autres superbes courses à suivre. Mais ça reste que quand tu commences dans le sport, moi, quand j'ai commencé à faire de la trail, c'est la première course que j'ai suivie, c'est celle-là. Puis tous les moyens sont là pour la suivre. Là. Tu sais, quand tu n'es pas encore accroché à la trail, suivre une course sur Twitter avec des updates aux 3 heures, c'est pas tant le fun. Tu sais. Mais l'UTMB est parfaitement faite pour donner la piqûre. Puis, je veux dire, moi, c'est con, mais je m'en vais faire la CCC l'an prochain. Puis c'est sûr que tu te projettes quand tu regardes ça, quand tu vois tous les finishers partir de la flégère puis descendre. Cette descente-là, je vais la faire beaucoup moins vite puis beaucoup plus tard, mais je vais être là. Puis, je veux dire, c'est inspirant à voir aller. Puis tu te projettes, puis ça donne juste le goût de se lancer là-dedans. Puis ça fait retomber en amour avec notre sport quand tu vois autant de performances. Puis c'est toute l'émotion qui est ça. Pour revenir sur lui, Mathieu, son arrivée, la vidéo que j'ai fait jouer tantôt, tu vois l'homme solide qui s'en est tenu à son plan. C'est un ingénieur, c'était un plan qui était fait sûrement extrêmement soigneusement. Puis là, traverse la ligne d'arrivée, puis tout ce qui est cartésien tombe. Puis là, c'est l'émotion, puis c'est comme la réalisation de ce qu'il vient d'accomplir. Tu le vois dans sa face, tu vois comme le changement complet de je suis en mission, il faut que je finisse à boum. Ça me frappe de plein fouet. Il y a un autobus d'émotions qui le rentre dedans, puis c'est vraiment beau à voir, là, ça inspire. Hein. Et c'est quand tu regardes ça, tu te dis que c'est genre 2, 3, 4 ans de processus pour arriver là. Puis là, tu arrives, puis tu as l'arche d'arrivée qui est là, puis tu sais que tu fais podium à l'UTMB. Là. Non, sa stratégie, il a fait de main de maître. Là. Tu sais, comme j'écoutais, apparemment, il a quand même calqué pas mal sur la stratégie de François, au ravito, d'essayer d'avoir toujours à peu près les mêmes écarts au ravito. Puis apparemment, Greg Volley, il suivait Courtenay au début, puis comme Courtenay, il a vu qu'elle se baladait, là, donc il s'est dit, ah tiens, je vais suivre Matt après. Mais, non, la stratégie, tu regardais ça, tu te dis, man, c'est de A à Z comme un maestro. Une partition de musique très bien menée de A à Z. Puis c'est comme ça que, genre, tout le monde devrait faire ses ultras, mais dans les ultras, tout arrive et tout va se passer. Mais quand une course se base bien de A à Z, c'est ça qui arrive à la fin, mais c'est juste pas du hasard. Non, exact. On a frôlé le sujet du trail québécois. On a parlé de Anne et tout ça. Avant qu'on se laisse, avant qu'on parle un peu de ton tort qui s'en vient, puis avant qu'on se laisse sur les questions éclairs, as-tu des prédictions pour l'Ultra Trail Arikana? On est dans une jasette de geek. Là. C'est le temps on parlait du Super Bowl, la trail avec l'UTMB, puis les prédictions. Faisons ça à l'échelle Québec. L'UTHC sera notre petit Super Bowl. C'est quoi tes prédictions? Mais moi, pour être honnête, là, j'ai même pas vu exactement qui y allait cette année. Là. Mais je sais pas qui c'est qui s'enligne sur le 125. Tu vas peut-être me l'apprendre parce que pour les vrai, femmes, il y a Anne Champagne, Joanie Desroches. Anne, c'est sûr que Anne, elle fait peur. Là. Anne, elle a une revanche à prendre parce qu'en 2019, elle avait abandonné, elle avait une très vilaine chute dans les Morios. Ouais. Mais Anne, c'est sûr que ça fait peur. Tu as Stéphanie Simpson qui y va aussi. Oui, Stéphanie Simpson. Joanie aussi. Puis Joanie, elle a eu une performance super solide à QMT. Ouais. Mais c'est son premier 125. Ouais. Mais ouais, tu sais, je pense que Anne, elle va très, très bien faire. Puis, tu sais, je le souhaite pour elle. Parce que je pense que c'est pareil, c'est une athlète qui a beaucoup inspiré la communauté, que ce soit par ses performances, mais aussi par la fille qu'elle est. C'est une super fille. Mais Joanie, je mettrais une petite pièce sur Joanie quand même. Je pense qu'elle pourrait se surprendre. À faire une belle performance. Après, je sais qu'il y en a pas mal aussi qui vont faire le doublé du 42. Ils ont sorti ce matin la liste de toutes les personnes qui allaient faire les doublés. Puis sur le 42-42, il y a chez les hommes de Mathieu Blanchard, pour ne pas le nommer une 72e fois aujourd'hui.
Il paraît qu'il va faire ça relax. Marlène me dit il m'a dit qu'il allait faire ça relax. Ouais, Puis je fais ça veut dire que moi, je vais réussir à courir quelques kilomètres avec lui? Parce que moi, je vais faire le 42-42. Mais non, sérieusement, tu as Mathieu, tu as Jeff Cochon qui fait les 2,42. Tu as Sarah Bergeron-Larouche qui fait les 2,42. Tu as Julien Lachance. Quand même des grosses pointures qui se lancent sur ces 2,42-là. Puis il y a sûrement de la grosse compétition. Je n'ai pas vu la liste des départs, mais individuellement, sur ces 2,42-là, c'est toujours une belle compétition parce que c'est un format rapide, assez roulant, ce qui fait que, tu en parlais tantôt, des coureurs de route qui tranquillement transitionnent. On les voit là, en ce moment, des grosses performances sur les courses de trail récemment par des coureurs, des coureuses qui arrivent du monde de la route. Ça va être intéressant à suivre. Très intéressant. Tu sais, on s'entend là, le relax de Matt, là, ça va rester genre, on s'entend, ils vont tous mettre le pied sur la ligne de départ, là, ils vont tous se regarder, puis c'est on appelle ça un combat de saucisses. Ça se peut que ça aille vraiment mal. En 2018, Mathieu a fait l'UTMB, puis 2 semaines après, il s'alignait sur le 28 de l'Aricana avec Rob Crowar. Ben oui. Puis les gars, je veux dire, Mathieu, qui je ne sais pas c'était quoi ses ambitions cette journée-là, qui arrivait à moins de 2 semaines de l'UTMB, mode relax, t'as Rob Crowar qui est là, qui est un des meilleurs coureurs de l'ultra-trail de l'histoire, puis ils se sont donné une méchante go. Là. Mathieu avait fini 2e derrière Rob, puis dans des chronos complètement débiles. Là. Ouais, ça reste la compétition. T'sais. On n'enlève pas la compétition d'un compétiteur. Mais il faut voir aussi comment il va récupérer l'UTMB. Mais ben oui. Je sais qu'après, il va au marathon des sables. C'est ça, il l'a annoncé même dans son entrevue post-course, à quelques minutes de son arrivée. L'animateur lui demandait qu'est-ce qui s'en venait et tout, puis marathon des sables début octobre. Ouais, tu sais, il va y avoir des athlètes à surveiller à UTMB. J'ai quand même hâte de voir. Moi, ça sera en plein week-end du Tour, donc c'est pareil, je vais pouvoir avoir les résultats avant de commencer à courir. C'est ça, toi, c'est le 12 que ça part, fait que le dimanche. Le dimanche. Puis, on va s'entendre sur le 125. Il y a Elliott. Ben oui. Qui a faim l'année passée, grosse 2e place. Mais je ne sais pas si David Savard-Gagnon va être là encore cette année. L'année passée, il avait gagné le 125. Mais tu sais, c'est un gars de la région, il connaît ce parcours-là comme le fond de ses poches. Et l'année passée, c'était un peu une revanche après quelques années plus difficiles où il faisait partie des favoris. Je pense qu'il y avait des courses, des performances, des journées plus difficiles. Mais l'année passée, grosse victoire. Belle consécration pour un gars de la région. Il y a un titre à défendre. Elliott est là. Elliott est là, mais tu sais, c'est comme quand tu vois, tu sais, le fil qu'il y avait aux 50 QMT, tu sais. Au Québec, c'est malade là, au niveau de la performance. On a des athlètes ultra solides. Là. Danny Racine, sur le 50, là, ça a été exceptionnel hein, ce qu'on a vu. Là. Mais je pense que les 5 premiers hommes du QMT 50 ont battu le record du parcours. Et ça n'a aucun sens. Là. Il a failli y avoir l'épisode des guêpes de Kylian. mais tu sais, moi, je verrais bien Elliott. Je sais qu'Elliott, il a eu la Western States. Il était entraîné comme jamais. Là. Et je pense qu'il a quand même il a fait une belle transition d'entraînement. Maintenant, il est entraîné par Aiden Hawk en plus. Hein. Ouais. Mais non, moi, je vois bien Elliott faire un truc au 125. Donc, mais ouais, je dirais Elliott 125, puis je dirais quand même Anne sur le 125 des femmes. Voilà, les prédictions de Nico sont faites. C'est cool dans le béton, tu ne peux pas les changer. Ça va être diffusé. J'avais mes prédictions du TMB. J'avais mon podium UTMB, mais j'avais la 2e et 3e place qui n'étaient pas dans le bon ordre. Tu avais mis quoi pour le les gars? Donc, moi, j'avais mis Courtenay, j'avais mis Mimi, puis j'avais mis Camille. Oh, très fort. Les gars, j'avais mis François, j'avais mis Germain, et j'avais mis qui en 3? Je me souviens plus en 3, mais Matt, j'avais mis top 5. Moi, je ne vais pas me vanter parce que, je peux ne pas me vanter aussi parce que tantôt, je le disais, je me suis planté. J'ai mis Sabrina Stanley comme favorite devant Courtenay. Sabrina n'a même pas pris le départ. Par contre, j'avais mis Camille Brouillard 2e et j'avais mis François 1er, Jim 2e et Mathieu 3e. Oui. Je me rappelle, je n'aimerais pas de nom, mais il y a des gens qui m'ont dit c'est un peu bold, Mathieu 3e, mais tu sais, top 10, c'est ça. Puis il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu ça, genre ouais, OK, c'est cool, c'est cute. Mais voilà, c'est ce qui est arrivé. C'était François, Jim, Germain. OK. François, Jim, Germain. C'était mon top 3. Donc, j'étais quand même pas mal. Mais ouais.
Mais ouais, ça va être intéressant à regarder, l'UTH. Je sais. On va regarder ça de loin, mais on va regarder ça. On va suivre. Ouais, la rumeur veut que tu vas pouvoir bien suivre ça. Très bien. Ah ouais. Voilà. Changement de sujet. Tort des géants. Comment tu te sens à l'approche de ça dans quelques jours? Là, on est lundi, au moment de la diffusion de l'épisode. Tu vas être en train de monter dans l'avion pour partir pour les Alpes italiennes. Comment tu te sens? En bon québécois, là, j'ai la chienne. Non, c'est... Mais tu sais, on en parlait encore avec Max ce week-end, de regarder l'UTMB, ça te donne envie d'y aller. Ça te donne envie d'aller voir cette ambiance de course-là. C'est sûr que, avec la COVID, on ne sait pas comment ça va être, mais c'est très effrayant. Hein. Quand tu regardes le profil, quand tu regardes... Moi, ce n'est pas tant la distance qui me fait peur, c'est plus le D-, parce que le D-, je sais qu'il va faire très, très mal. Puis il y a des descentes qui durent 40 kilos. Là. Une descente qui dure 40 kilos qui va être très, très, très compliquée. Puis c'est les nuits, c'est comment tu gères le sommeil. Est-ce que là, ça va pas être une nuit, là. Ça va pas être 2 nuits, on va sortir à la frontale. Là. Ça va être 5 ou 6 nuits. Ça peut que à 6 nuits. Mais tu sais, je sais que c'est une aventure, ça va durer longtemps. Puis je pense que mentalement, il faut se préparer à ce que ça dure longtemps. Contrairement à un 160 où tu te dis, oui, ça se peut que j'allume ma frontale 2 fois. Ouais, il va falloir prendre ça vraiment relax parce que c'est vraiment pas le même rythme que d'autres distances. Mais je pense qu'au niveau de l'entraînement, je pense que je l'ai bien fait. C'est sûr que j'aurais vraiment voulu que les frontières soient ouvertes pour que j'aille dans les Adirondacks, faire un parcours qui soit à peu près proche de ce qui peut se passer à Aoste. Mais j'ai fait du dénivelé, j'ai pratiquement presque le double de dénivelé que ce que j'ai fait l'année dernière au complet. Ah ouais. Arrivé à ce moment-là. Il y a des entraînements chiants sur la piste de ski de Montréal à faire des plus de 70 mètres par montée. Mais j'ai la chance d'y aller avec un chum. Puis ça, je pense que c'est un avantage. Puis après, c'est effrayant, mais je me dis que c'est la plus belle course que je vais faire à vie. Ça se peut que j'aille à l'UTMB plus tard, etc. Mais je pense que dans la dimension de la course, moi, ça va être ma limite. J'irai jamais plus loin que ça. Puis c'est gravé là, tu pourras faire un enregistrement, je n'irai pas plus loin que ça. Écoute, 360 km, 30 000 mètres des plus, c'est un bon ballpark quand même. De se dire, je n'irai pas plus loin que ça. Il y a quand même beaucoup d'options moindres. Ça fait peur quand tu t'entends le 30 000 mètres quand même. Ouais, désolé, je peux le redire. Ouais, on verra ça. 3 UTMB à peine. Moi, je rigole avec les gens quand ils me disent « Ah, si c'est quand même long. » T'imagines que tu vas pouvoir rentrer ta semaine de travail, puis peut-être ton week-end, puis peut-être que je serai encore en train de courir, tu sais. C'est ça qui est un peu effrayant. Puis, j'ai regardé beaucoup de documentaires, j'ai lu beaucoup de choses, puis c'est peut-être un défaut d'avoir trop lu et trop regardé de trucs parce que tu vois des choses, tu te dis « Ah mon Dieu, mais c'est pas possible. » Mais je pense qu'il faut prendre ça relax, puis découper la course en sections. Tu as des bases de vie tous les 50-55 kilos, puis je pense qu'il va falloir prendre. C'est comme dans tous les ultras, tu essaies de découper selon les stations d'aide, puis ça va être comme ça que ça va se faire. Puis ça prendra le temps que ça prendra. Il y a 150 heures pour le faire. Donc, il faudra juste être patient puis avoir des bons podcasts à écouter dans les oreilles. Une pile qui tient, tout ça. Hein. Il y a quand même l'aspect logistique, c'est un autre niveau complet. Là, je veux dire. C'est vraiment compliqué, je trouve. Tu as beaucoup de choses à penser, puis on s'entend, tu ne peux pas penser à tout, c'est impossible, mais tout ce qui est matériel, obligatoire, etc., c'est t'entraîner avec le matériel que tu vas avoir. Moi, le QMT, je l'ai fait avec mon sac que j'aurai au Thor, avec le matériel que j'aurai au Thor. Puis, ça permet de te mettre en confiance quand même avec ton matériel. Moi, mon sac, j'étais genre, OK, là, il me manque ça sur mon sac. J'avais pas d'élastique pour mes gourdes. Donc là, j'en ai créé, on en a fait un, mais tu as plein d'aspects logistiques qui sont importants. Puis, ouais, c'est assez effrayant, mais je suis quand même content d'y aller, impatient. Mais c'est sûr que je sais que dès que je vais passer la ligne de départ, le stress va partir. Puis après ça, ça va être gérer les nuits, gérer les journées. Puis comme on dit, toujours avancer en fait. Au moment où tu t'arrêtes, c'est là que tu as le plus grand risque de ne pas repartir. Donc de faire un pas à la fois, tu te rapproches le plus de l'arrivée. Puis le Thor des Géants, tu peux le finir en marchant si tu veux. Il y en a plein qui font ça, qui font le Thor en marchant. Mais ouais, on verra ça.
J'espère que j'en parlerai après être revenu, puis en espérant avoir une médaille de finisher autour du cou. Ouais, t'as fait tes devoirs. J'ai comme aucun doute que t'as tout fait ce que tu avais à faire pour le faire, puis c'est une balade. Je pense que tous ceux qui ont fait ces distances-là extrêmes, même un 100 000, tu peux le voir comme une petite balade dans le bois, puis je pense que ça diminue le hype de juste se dire c'est une balade dans le bois, mais je pense qu'à ces distances-là, qu'on est rendu dans du 200 000 ou du 300 quelques kilomètres, sur plusieurs jours, c'est une aventure. Maxime m'en parlait. Tu disais tantôt ton partner avec qui tu passes, c'est Maxime Simard, puis je l'avais reçu, puis il en parlait exactement comme ça, puis Yvan Lheureux, Richard Turgeon, Martine, des gens qui ont fait ces distances-là, c'est pas une course. Puis même un ultra, quand tu es dans le mid-pack, c'est pas une course à proprement parler. C'est une longue aventure avec un fil de départ puis un fil d'arrivée, puis c'est tout. Mais là, quand on parle de cette distance-là, c'est une aventure d'une semaine. Ah, tu peux pas parler d'une course. Un truc comme ça, c'est impossible parce que mentalement parlant, tu peux pas te minder pendant 7 jours. C'est impossible. Tu peux pas te dire je race pendant 7 jours. Ah non. Mentalement, tu vas juste rompre à un moment donné. Hein. Mais c'est ça, il faut te dire, c'est une aventure. Ça va prendre son temps. Faut pas stresser. Moi, ce qu'on m'a dit, il faut vraiment pas que tu stresses à te dire faut que j'arrive là. Faut que tu prennes ton temps avec la distance, là, puis t'arrives quand t'arrives. Mais moi, je pense que j'ai fait mes devoirs. Et j'ai pas fonctionné en entraînement comme je fonctionnais avant. J'ai changé de job. Maintenant, je suis avec On. Donc, c'est une adaptation aussi. Et j'ai fait plus de chocs. Puis je pense que moi, ça, c'est ce qui m'a aidé. L'année dernière, il n'y avait pas de course, mais avec Mathieu, on a fait un gros choc. On a fait plein de week-ends. Puis arrivé là, j'ai fait mon meilleur marathon en octobre sans spécifique. Mais c'est parce que je pense que les gros chocs, moi, c'est ce qui marche pour moi. Puis, pendant le dernier mois, j'ai fait 3 gros week-ends. Puis, je pense que je suis prêt. Puis... Mais comme on dit, on n'est jamais trop prêt pour ça. Là, ça va être d'arriver en Italie, de manger, puis de faire des grosses siestes. Puis, c'est ça, le départ le 12 septembre à 4h, heure du matin au Québec. On va suivre ça. Yes. Ça va être vraiment trippant à suivre. Puis, c'est ça. Si on trouve que l'UTMB, c'était du sport à suivre parce que ça dure 20 heures, là, ça va être une autre game complètement. Ah là, je vous l'ai dit, vous allez pouvoir passer votre semaine à travailler, puis votre début de week-end, puis je ne serai même pas encore arrivé. C'est quand même cool. Ouais, tu trouves ça dans l'écran à droite, là, puis tu suis les gens que tu connais, puis t'en as pour une semaine à les suivre. Il y a un petit bouton qui fait le tour de la vallée d'Aos, là, puis tu vas le voir, tu vas te lever, tu vas dire ça a bougé de 2-3 cm, c'est bon. Voilà, c'est bon signe. Hey, cool, c'était vraiment le fun, Nico, cette jasette de geek-là, de revenir sur le week-end puis de geeker avec toi. Yes, c'était le fun, puis on est des geeks assumés. Il y a des gens, le matin, ils passent leur journal à regarder la partie business, là, puis moi, je passe mon temps à regarder les Strava puis les trucs de running. Voilà. Trouver les podcasts qui étaient les premiers à sortir de l'UTMB puis les écouter ce matin en courant. Puis je pense que c'est la même affaire. J'ai fait pareil moi aussi ce matin. J'ai dit, c'est bon, je suis le premier à avoir écouté ton podcast ce matin. Ouais, c'est ça. Tu le sais, moi, je t'amène toujours mes entrevues avec les questions avec l'arnaque qui a beaucoup contribué à ça parce que il y a vraiment très longtemps, maintenant, un petit peu plus d'1 an, on s'était parlé, je t'avais dit « Hey, je pars un balado, NAC serait intéressé, question est claire, blablabla. » C'est devenu un super partenariat qui dure depuis 54 épisodes, puis je t'ai remercié, je ne sais pas combien de dizaines de fois dans le podcast où je t'ai nommé, mais là, je peux le faire en vrai. Merci d'avoir embarqué, puis d'avoir, avec William, vous êtes embarqué à pieds joints là-dedans à l'époque, puis c'est un beau partenariat, je suis vraiment content. Moi, je trouvais ça normal de le faire, puis tu fais rayonner la communauté, puis je pense qu'il manquait ça aussi au paysage de trail du Québec, puis même, ça touche aussi la France maintenant, mais c'est de se dire d'avoir quelqu'un qui va pouvoir faire rayonner les personnes qui sont à la communauté, puis il y a des personnes que tu as reçues qui sont pas à braguer à droite, à gauche, là, puis je pense que c'était intéressant d'en voir pas mal, de connaître leur histoire, puis qu'ils avaient... Ils avaient besoin d'un peu de lumière sur eux, puis ça a fait connaître quelques personnalités de la scène. Exact. Puis toujours beaucoup de plaisir à le faire, puis je suis bien chanceux d'avoir autant. Puis je pense que quand je vois le sport qui grandit comme ça, je me trouve vraiment chanceux de voir qu'il y a autant de gens potentiels qui peuvent venir au podcast. Puis tout le monde a une bonne histoire. En avant, dans le milieu, puis à la fin du pack, tout le monde a des bonnes aventures, des bonnes histoires. Puis c'est ce qui est le fun, puis je pense qu'on a une belle communauté vivante. La trail grandit en popularité, puis le nombre de podcasts aussi amène cette belle diversité-là. Combine Ultra Lala, puis tout trail, puis
le nombre d'heures de contenu créé juste à jaser de trail avec Pas sorti du bois et ces autres podcasts-là. Puis il y en a plein d'autres qui tranquillement pop. Là. Je voyais Jeff Dussault qui a parti un truc. Puis c'est vraiment le fun. C'est juste trippant. Puis je pense qu'une communauté vivante, ça va avec le contenu qui est créé autour de ça aussi. Puis les médias, tu sais, d'avoir des Distance Plus qui sont un média très officiel, d'avoir des podcasts qui boivent de la bière en jasant de trail. Tout ça ensemble, ça contribue à la communauté. Yes. Et là, trêve de belles discussions. C'est l'heure des questions éclairs. Ouf. Là, c'est un spécial geek parce que là, je me dis faut que ce soit dans la thématique. Là. Je rappelle que le record chez les hommes, Dominique Gladu-Despatie en 17 secondes, qui a fini quelques minutes devant toi, je pense à Bromont en 2019. Yes. Tu as peut-être une revanche. Je ne veux pas te piquer. Là. Je sais que tu es un gars compétitif, mais là, bon, 17 secondes, c'était en vrai, mais on peut l'essayer à distance. C'est rapide, ça, 17 secondes. Oui, quand même. Tu me dis quand tu es prêt, puis on part là-dedans. Vas-y. Route ou trail? Trail. UTMB ou Hard Rock? UTMB. François ou Kylian? François. Courtney ou Emily? Courtney. CCC ou TDS? CCC. Questionnaire grillon ou vegan? Vegan. Xavier ou Jim? Xavier. Camille ou Mimi? Camille. Col du Bonhomme ou Col Ferret? Col du Bonhomme. Claude Venture, Claude Ultra? Claude Ultra. 19 secondes. Très, très fort. La longue à fourcher sur Xavier. Très fort. C'est dans les meilleurs chronos ever. C'est bon. Merci beaucoup, Nico. Quelle belle discussion à geeky. Puis, je l'espère, ça sera une tradition une fois de temps en temps. On rappelle Nico, puis on jase de trail, de geekage, je sais pas, geekage, ça se dit-tu? On va geeker ensemble. Ouais, on va geeker. On va pas l'inventer au pire. On peut l'inventer. Écoute, il y a la diagonale qui s'en vient. Il y a une saison 2022 à jaser. On aura plein d'occasions. Puis on aura l'occasion de jaser aussi de ton tort des géants. Je te souhaite la meilleure des chances. En fait, non, c'est pas de la chance pantoute. Tu as mis le travail. Tu parlais de Mathieu tantôt qui a fait ses devoirs pour arriver là où il a été. Je pense que tu es exactement dans la même situation où tu as fait tes devoirs pour aller t'amuser pendant ces 300 quelques kilomètres. Fait que enjoy, amuse-toi. Fais-nous voyager, fais-nous rêver. J'essaierai de faire des petites vidéos pour montrer ma face jour après jour, comment ça va changer. Mais non, on va s'amuser. Là. On est là pour ça. Faut pas se mettre de pression. Il faut y aller en juste voulant profiter du moment puis de se dire les années d'entraînement avant ça arrive pour ça puis qu'il faut se mettre zéro pression. C'est là que ça va payer. Yes. Cool. Un gros merci, Nico. Merci à toi. Puis comme d'habitude, je remercie David Hébert qui signe le design graphique. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Je remercie William, toute la gang de NAC. Avant, je disais William et Nico. Nico toujours présent, mais avec on. Fait que je me suis trompé quelques fois. J'étais tellement habitué de dire William et Nico, William et Nico. William et la gang de NAC. William et Alex. Hein? Mais bref, merci à la gang de NAC qui est fidèle au poste. Merci à toi, Nico, pour ton temps. Puis à tout le monde, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.